Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va continuer d'explorer des notions liées à ce cycle autour du travail. On va continuer d'explorer cet espace de réflexion autour du travail en général, non pas strictement sa dimension concrète, sociale qu'est l'emploi. On a été amené à faire la différence très nette qu'il y avait entre le travail en tant que notion générale et l'emploi, qui est à peu près la même, du même ordre que celle qui sépare l'amour du couple. Donc voilà, on est à peu près dans cet ordre d'idées. Alors, il y a différentes façons d'approcher le travail, selon déjà qu'il s'agit plus ou moins d'une contrainte, ou alors d'un plaisir, voire d'une passion, selon que c'est un angle carriériste, ou alors un angle différent, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs façons d'approcher les choses. D'ailleurs, je me souviens d'un cours de français que j'avais eu quand j'étais peut-être au début de collège. Où, en fait, on étudiait les registres de langue et aussi en fait les implicites du langage. J'avais été marqué en fait par le fait que la façon dont on parlait de son travail, en fait déjà en disait long sur peut-être le type de travail qu'on faisait et voire même la façon dont on envisageait ça. Et je me souviens que du coup on avait étudié différents extraits des paroles et que des personnes du coup selon qu'elles qualifiaient leur travail de boulot, c'est mon boulot, ou alors de travail, justement le terme standard, c'est mon travail, ou alors de carrière, eh bien il n'y avait pas les mêmes implicites et ça renvoyait pas aux mêmes réalités du travail. Et donc bon, ça fait déjà en fait partie effectivement des différents aspects. Et donc c'est vrai que le travail peut prendre une dimension donc très contraignante, un monde de contraintes, de choses qu'on fait à contre-cœur, qu'on ne fait pas du tout par plaisir, et en fait qui n'est même pas réfléchi en termes de carrière. C'est-à-dire qu'on a pris le premier truc qu'on pouvait faire, qu'on avait le moyen de faire, et donc ça devient un job alimentaire, un travail alimentaire. Il ne s'agit pas du tout de passion, il ne s'agit pas du tout d'envie, il ne s'agit même pas spécialement d'être plus doué que ça. Donc vous voyez, là on arrive aux notions dont il va s'agir dans ce podcast. Il s'agissait donc ni de vocation d'un côté, donc de passion, d'envie, ni de talent de l'autre, de skill, de compétence, mais simplement en fait d'un travail qui en fait remplit une fonction pragmatique qui est celle de toucher une rémunération qui elle-même permet d'assurer sa survie, de se financer, etc. Donc on a cette dimension-là. On ne va pas réexplorer les choses qu'on a dites dans un autre podcast consacré au travail en général. J'y renvoie ceux qui écoutent et qui ne l'auraient pas encore justement entendu. Ici, on va vraiment s'arrêter sur ces deux notions qui sont intéressantes, que sont la vocation et le talent, qui sont en fait dans leur croisement les deux prémices à en fait un travail, on peut dire, épanouissant. Il y a parmi les termes qui circulent dans le monde du travail ou dans la sphère professionnelle, l'idée souvent de se réaliser. Parfois on a entendu ça, je voudrais me réaliser professionnellement, je voudrais me réaliser dans mon travail, c'est quand même fort comme terme, je voudrais me réaliser. C'est un peu plus métaphysique ou psychologique que gagner sa vie, qui est une notion assez violente. Là aussi en fait on s'était un petit peu arrêté dessus dans un autre podcast sur le travail. C'est cette idée qu'il faudrait gagner sa vie, que la vie n'est pas gagnée, même si on est né, qu'on n'a pas choisi de naître, il faut gagner sa vie, il faut gagner le droit de manger, gagner le droit de se loger, d'avoir chaud, des choses quand même absolument aberrantes, il n'y a que de l'être humain pour inventer une chose pareille. D'aucuns diront non, bien sûr que non, les animaux doivent gagner leur vie, les animaux doivent se battre pour survivre, doivent aller chercher leur nourriture, donc doivent presque travailler, aller chasser, doivent faire leur abri, etc. Donc non, les animaux eux aussi gagnent leur vie. Certes, mais l'être humain vit dans la civilisation. Et donc dans cette civilisation, cette notion de gagner sa vie prend une connotation philosophiquement un peu plus brutale par rapport au règne animal, où en fait tout ça c'est de l'instinct. Tout le monde est pourvu, tous les individus animaux sont pourvus du même talent pour faire tout ça, parce que c'est l'instinct qui se réalise. Les êtres humains ont des talents différents, ça va s'agir de talents dans ce podcast entre autres. Ne parlons même pas de vocation. Donc c'est vrai que autant il y a bien sûr des types de travail, on en a parlé, qui sont ceux qui sont faits sans vocation particulière, sans envie particulière, et où il ne s'agit pas spécialement de talent, mais qui sont faits parce qu'il faut bien le faire, il faut trouver quelque chose, et qu'il s'agit d'un job alimentaire.
Autant il y a tout, bien sûr, un ensemble de travail, et c'est un petit peu ce que visent idéalement les gens et ce vers quoi on nous pousse, qui sont en fait des postes, des emplois, des types de carrières qui sont censés en fait nous apporter non seulement une subsistance, une raison sociale, donc oui, il y a une position sociale, une raison sociale, une rémunération, donc être autonome financièrement, gagner sa vie, hein, c'est ce qu'on nous rabâche de faire, ce qu'on nous demande de faire, mais en plus de tout ça, qui est censé nous épanouir à titre individuel, nous rendre heureux. En fait, le plus possible alléger la charge du travail, sa pénibilité, en la compensant par un plaisir à faire ce travail-là, et en fait une quête de sens, hein, aussi, éviter le fameux sentiment d'absurde tel que décrit par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, hein, éviter voilà, de tomber dans l'absurde en poussant notre pierre, en se demandant pourquoi on fait ça chaque jour, pourquoi la pierre redescend, il faut chaque jour la pousser à nouveau. Donc il faut imaginer Sisyphe heureux, hein, la fameuse formule qui conclut le mythe de Sisyphe de Camus. Donc en fait, pour imaginer Sisyphe heureux, on a imaginé la façon dont on pouvait faire des métiers qui, malgré leur éventuelle pénibilité, comme c'est le cas de pousser la pierre de Sisyphe, eh bien, on arrive à y donner du sens, à y mettre du sens, et donc à garder une motivation intacte et à être heureux en le faisant. Donc il y a un véritable en fait, enjeu sociétal qui est récent, bien sûr, on le sait, hein, le travail n'a pas toujours eu cette fonction-là. Hein. Avant, il y avait ceux qui ne travaillaient pas, hein, les aristocrates, et puis il y avait ceux qui travaillaient, mais ce n'était pas une question de bien-être ou d'épanouissement personnel, ni même vraiment de carrière, c'était de la main-d'œuvre, voilà, il y avait des tâches à faire, ceux qui ont besoin d'argent les font, et en échange de cela, on leur donne une maigre subsistance. Là maintenant, c'est vrai que voilà, depuis pas mal de décennies maintenant, et la génération dont je fais partie, hein, qui est trentenaire aujourd'hui, la génération années 80, années 90, c'est un petit peu au pic de ce nouveau mode, de cette nouvelle mentalité à l'école qui a consisté en fait à nous faire entrer dans la tête que il fallait trouver notre voie, trouver ce pourquoi on est fait, qu'on avait forcément une particularité, un don, un talent particulier, ça on va pouvoir en parler, et donc qu'il fallait aller par là, vers ce qu'on savait faire, mais aussi ce qu'on voulait faire vraiment, hein, ce qui est quand même deux choses différentes, on va là aussi le voir, hein, vocation, talent, pourquoi on les amalgame toujours tous les deux, et donc que voilà, ça allait non seulement satisfaire la société, parce qu'on allait donner à la société, voilà, rendre un service, proposer des choses, des compétences, subvenir à ses besoins, mais en plus, on allait voilà, s'épanouir dedans, être heureux, etc. Bon, bien sûr, dans la réalité, tout cela est beaucoup plus compliqué. Est-ce que tout le monde a une vocation? Est-ce que tout le monde a vraiment une activité, un travail qui lui donne vraiment envie, ou est-ce que certains sont sans vocation? Ensuite, est-ce que tout le monde a vraiment un talent, hein? On nous dit, comme dans un conte Disney, qu'on est tous spéciaux, on a tous quelque chose en particulier, un don, quelque chose qui nous singularise, etc. Et si ce n'était pas le cas, peut-être que tout le monde n'est pas exceptionnel, peut-être que tout le monde n'est pas si doué que ça, tout le monde n'a pas un talent, n'a pas un don, etc. Donc voilà, c'est vrai que ces notions de talent et de vocation, à leur croisement, sont censés en fait nous mener tout droit à leur intersection vers ce qui serait un peu notre métier idéal. À la fois celui que l'on veut faire par la vocation et celui que l'on sait faire par le talent. Donc finalement, nous mener à ce point d'intersection entre la vocation et le talent, eh bien, c'est censé être le métier, hein, la profession justement, de ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Hein, les fameux conseillers d'orientation dont on a tous entendu parler au collège ou au lycée, qui sont en fait voilà, ces personnes qui sont supposées nous faire des tests, discuter avec nous, apprendre à nous connaître, nous interroger, et découvrir en fait ce pourquoi on est fait ou ce que l'on sait faire, et ainsi en fait nous orienter vers la bonne voie, voilà, le bon métier. Bon, dans le concret, on sait que les conseillers d'orientation souvent ont tendance à davantage, en tout cas de mon expérience, hein, je ne sais pas ce qu'il en est de la vôtre, mais s'appuyer sur les compétences que sur l'envie. Hein. Ils vont faire semblant plus ou moins de s'intéresser à ce que vous aimez faire, à ce que vous voulez faire. Et puis, quand ils vont voir que vous rêvez de trucs qui ont l'air complètement hors sol, irréalistes par rapport peut-être à vos compétences, en tout cas qui ne sont pas si faciles que ça, ils vont plutôt, eux, être concrets, pragmatiques et s'appuyer sur ce que vous savez faire et sur vos bulletins de notes et sur votre parcours, vos options. Et voilà, et secondairement, à partir de cette présélection, vous dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir là-dedans. C'est quand même très différent d'une vocation de base. Donc voilà, donc c'est que cette recherche comme ça de cette voie, hein, trouver sa voie,
le carrefour de la vie, hein. Vous êtes au carrefour de la vie, jeune homme, choisissez, dit Vautrin à Rastignac dans le Père Goriot. Cette notion en fait comme ça de carrière et du fait comme ça de se réaliser, ça s'est beaucoup répandu et pour autant ce n'en est pas plus facile. C'est loin d'être évident et cela crée beaucoup de déceptions, beaucoup de déçus. En plus là on est dans l'ère de nos jours de Parcoursup, voilà, ce système qui a été mis en place parce que devant l'énorme afflux de personnes maintenant qui font des études supérieures, ce qui avant était un peu plus rare, Avant déjà il y avait moins de gens qui passaient le bac et ensuite encore moins de gens après avoir passé le bac qui faisaient des études supérieures. Aujourd'hui c'est quasi systématique, donc il y a une espèce comme ça d'agglutinement dans les études supérieures et ça crée les problèmes de Parcoursup. En fait le problème de Parcoursup c'est moins le site lui-même qui est très critiqué, le système, que le fait qu'il y ait trop de gens en fait, il y a un trop grand nombre de personnes. Tout le monde se précipite pour faire des études supérieures parce que ça flatte tout le monde et que tout le monde veut être surqualifié. C'est le nouvel état d'esprit. Mais évidemment, le système n'est pas conçu pour absorber autant de gens dans les études supérieures. Donc ça génère beaucoup de problèmes de rivalité, de concurrence, de saturation des filières, etc. Donc c'est là encore effectivement que le talent et la vocation, alors non plus seulement se croisent, se rencontrent, mais parfois se confrontent. Qu'est-ce qui va faire la différence chez un candidat, chez quelqu'un qui postule, chez quelqu'un qui veut faire quelque chose entre ses compétences et sa vocation? Bon, encore une fois, à l'image du conseil d'orientation, on est tenté de croire, d'imaginer évidemment que les fameux employeurs dont on parle tout le temps, les recruteurs, sont des gens pragmatiques qui vont plutôt interroger les compétences plutôt que la vocation. En gros, pour le dire plus clairement, les employeurs, les recruteurs, les entreprises, comme on dit, tous ces termes que je déteste, que je hais du monde du travail, ils n'en ont rien à foutre, au fond, que vous aimiez ce que vous faites ou pas. Si vous savez bien le faire, ça leur va. Et tout le monde est comme ça. Je pense que même vous qui écoutez, vous penserez sans doute qu'il est plus important, enfin, entre les deux solutions, vous allez préférer avoir un plombier qui peut-être déteste le métier qu'il fait, qui va peut-être faire la gueule, qui va peut-être sur le coup pas être très heureux d'être là, etc. Mais ça, c'est sa vie, ça ne vous regarde pas, mais qui sait parfaitement faire ce qu'il fait, il est très doué. Plutôt qu'avoir un plombier qui est trop heureux, qui est passionné, qui vous parle tout le long de son métier qu'il adore, de comment il a toujours rêvé de faire ça, mais dès qu'il est parti, les tuyaux repètent et tout est foutu. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que le plus important techniquement pour la société et pour tout le monde, à part peut-être la personne elle-même, dans un métier, c'est la compétence, c'est le skill, c'est le talent. Ce qu'on demande à quelqu'un, quel que soit d'ailleurs le métier, y compris même écrivain, artiste, etc., c'est d'être doué dans ce qu'il fait, d'être compétent. Qu'il aime ou pas ce qu'il fait, c'est lui que ça regarde, mais c'est pas vraiment, ça ne va pas vraiment concerner les personnes tout autour à qui ce service est rendu. Ça ne concerne que lui. Donc on peut voir par là en fait que la notion de compétence, voire de talent, l'emporte largement en société, dans les intérêts de la société, sur la notion de vocation qui est un petit peu plus individuelle et personnelle. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, n'empêche que idéalement, sur un plan idéal, si on demande à quelqu'un ce que serait que pour lui le métier idéal, le meilleur travail, eh bien ce serait évidemment quelque chose qui est à la fois quelque chose qu'il sait faire, il sera doué dedans, donc il pourra donner entière satisfaction à ceux qui bénéficient de ce travail, et lui-même en fait en tant que fierté personnelle, voilà, il est compétent, mais aussi quelque chose évidemment pourquoi il se sent fait, qu'il a envie de faire, qui le passionne, et donc qui peut-être réduira la pénibilité éventuelle de ce travail. Donc c'est ça un peu quand on pense même travail idéal ou alors se réaliser professionnellement, on cherche en fait ce travail qui sera à la croisée parfaite de la vocation et du talent. La vocation, ça vient du latin vocat, vocare, donc ça veut dire en fait appeler, et donc c'est par quoi on se sent appelé en fait la vocation. Ce serait quasiment plutôt du passif en latin. Mais voilà, la vocation, c'est ce par quoi on se sent appelé, c'est la voix qui nous appelle. Donc ça a quelque chose même d'au-delà de la passion quasiment, c'est quasiment instinctif en fait, c'est quasiment prophétique. Je me sens appelé par ce métier, je me sens attiré, je me sens fait pour ça. Et donc voilà, donc je voulais m'intéresser à ces deux notions qui m'intriguent beaucoup, qui voilà, me portent à la réflexion.
surtout même dans les travaux, dans les lectures que j'ai été amené à faire sur la notion de travail. Et en fait, ce qui m'intéresse peut-être plus encore que ces notions elles-mêmes, individuellement, déjà prises individuellement, séparément, le talent d'un côté, la vocation de l'autre, ou alors dans leur rencontre, hein, dans leur croisement, dans le scénario idéal, c'est en fait leur éventuel conflit, leur divergence, leur asymétrie parfois. Et là, en fait, on arrive à des problématiques, on peut problématiser les choses, on arrive à des problématiques intéressantes euh, sur le plan humain et psychologique. Donc je voulais un petit peu m'arrêter sur ça. Parce que là, évidemment, voilà, encore une fois, on est parti du postulat donc, où la vocation et le talent coïncident, hein. C'est le premier cas. Et c'est vrai que la vocation et le talent sont souvent amalgamés. Quand on dit de quelqu'un que c'est sa voix, que c'est fait pour lui, tout ça, ou même quand quelqu'un exprime une vocation, ou alors quand quelqu'un développe un talent, on part du principe, hein, peut-être un peu idéaliste, peut-être parce que voilà, c'est le meilleur des cas, on part du principe que l'un ne va pas sans l'autre. On associe immédiatement l'un à l'autre. On voit quelqu'un doué pour faire quelque chose, bien parce qu'il est doué pour faire ce quelque chose, immédiatement, on part du principe que c'est ce qu'il aura envie de faire. C'est ce que forcément il a envie de faire. Il est tellement doué pour ça, il ne peut qu'avoir envie de faire cela de sa vie. On voit quelqu'un qui sait parfaitement dessiner, qui dessine super bien. Ce talent de dessin, immédiatement, on part du principe que la personne, sans doute, c'est aussi sa vocation. C'est forcément ce qu'elle a envie de faire. Pour savoir aussi bien dessiner, les choses sont bien faites, ça ira forcément ensemble. Et inversement, bien sûr, quand on voit quelqu'un de passionné, qui a l'air d'être déterminé pour faire un certain travail, pour faire une certaine activité, il en parle avec appétit, avec passion, avec entrain, il sait parfaitement où il veut aller avec ça, etc. Voilà, quand on voit quelqu'un de si déterminé et pour qui c'est une telle évidence de faire quelque chose, bah, c'est vrai qu'on part du principe un peu peut-être rapidement, un peu trop rapidement, et bien que s'il en a à ce point-là envie, forcément il y arrivera, forcément les compétences sont là, forcément il a du talent pour ça. Donc effectivement, dans bien des cas, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la part de pourcentage, oui en effet les deux vont coïncider. Et effectivement c'est le top, c'est l'idéal. Là on a clairement une personne qui a des chances peut-être de réussir dans ce domaine, qui va y arriver, qui va trouver sa place parce que sa détermination est au service de son talent est au service de sa détermination, de sa vocation, les deux coopèrent parfaitement et on obtient quelqu'un d'à la fois motivé et doué. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, on part un peu trop vite de ce postulat. Et malheureusement, parfois, ça colle pas. Parfois, ça ne coïncide pas. Et là, en fait, on a toutes sortes de possibilités, de scénarios, de combinaisons. Alors, on peut aller dans l'extrême inverse déjà. C'est-à-dire que la personne n'a ni l'un ni l'autre. Alors, ça pareil, je ne sais pas en quelle proportion c'est répandu dans la société, dans le monde, etc. Les gens qui n'ont ni vocation ni talent. Ce qui est perçu comme très dur, hein, évidemment, et qui va à l'encontre de tout ce que le développement personnel ou tout ce que le discours de la publicité, du capitalisme, des contes de fées de Disney, tous ces trucs-là qui nous conditionnent, essaient de dire en fait qu'on a tous quelque chose. On a tous forcément un talent, même qu'on ne soupçonne pas, qu'on est tous exceptionnels, qu'on est tous uniques, qu'on a tous quelque chose à apporter, et en plus qu'on a tous forcément un rêve, un but dans la vie, etc. Donc qu'en est-il des personnes qui n'ont ni vocation ni talent, hein? C'est pas seulement avoir que la vocation ou que le talent, c'est avoir ni l'un ni l'autre. Là, effectivement, alors ça peut mener du coup à une catégorie de personnes très particulière. En gros, soit des personnes qui sont un peu entre guillemets sans volonté dans la vie, c'est-à-dire qui ne poursuivent pas de carrière, qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit de spécial en particulier, mais en plus qui n'ont même pas de compétences à fournir, parce que pas avoir envie c'est une chose, mais en plus ils n'ont même pas de compétences réelles. Alors certains diront mais c'est impossible, il y a forcément une compétence quelque part, etc. On va parler de talent et de don là, je ne parle pas de compétences au sens basique, effectivement on peut tous acquérir des compétences, hein. On nous apprend, on nous forme et on apprend. Mais là en fait on parle vraiment en particulier d'un talent et d'un don. Vraiment, c'est-à-dire ça va au-delà de la compétence. C'est quasiment quelque chose qu'on n'a pas eu à apprendre ou d'acquérir comme compétence, ou en tout cas quelque chose où vraiment nos compétences justement sont au-dessus de la moyenne, ce qui crée un don, un talent. Donc là, on parle bien de talent et de don. Vraiment, en fait, on sort du lot. En fait, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui tient de l'aisance, de la facilité. Il y a une facilité à faire quelque chose qui nous demande moins de travail que la moyenne pour exercer cette chose. Donc,
il y a des personnes, effectivement, même beaucoup, peut-être la plupart des gens, n'ont pas de talent, entre guillemets, parce que le talent, c'est quand même quelque chose qui sonne un petit peu singulier, spécial. Le talent, c'est pas donné à tout le monde, et en tout cas, un talent spécifique sur quelque chose, parce que peut-être qu'on est peut-être une majorité d'êtres humains à avoir du talent, mais on n'est pas une majorité d'êtres humains à avoir du talent sur la même chose. On est une majorité d'êtres humains en général à avoir du talent, des talents, mais on a des talents particuliers qui nous sont propres, qui sont présents chez d'autres aussi, mais en tout cas, voilà, il y a des catégories de talents, de compétences, et c'est surtout là que ça se joue. Donc il y a voilà, l'absence de talent, donc il y en a qui, admettons, n'ont aucun talent particulier, ils peuvent apprendre des compétences, mais ils n'ont pas de talent, de don, et puis ils n'ont pas de vocation non plus. Alors, dans ce qui leur fait défaut, le plus embêtant pour eux, c'est difficile à déterminer, parce que s'ils n'ont pas de talent, encore une fois, c'est pas gravissime, ils peuvent peut-être développer des compétences, ils n'ont juste pas de talent particulier, donc peut-être ils vont en faire un complexe, peut-être ils vont en faire un regret, ils auraient aimé avoir du talent, ils vont peut-être envier ceux qui en ont, ils vont peut-être eux souffrir de complexes, mais en tout cas ça ne les empêchera pas d'acquérir éventuellement des compétences. Et ceux qui n'ont pas de vocation, s'ils n'ont pas une vocation en plus, là c'est plus un problème en fait d'épanouissement personnel, puisque la vocation, encore une fois on l'a vu il y a un instant, les gens s'en tamponnent pas mal si vous avez la vocation de votre métier ou pas, tant que vous le faites bien. Et donc, la vocation, c'est plus à titre personnel. Ces gens-là n'ont pas spécialement, leur boussole n'a pas spécialement de cap défini. Ils ne savent pas spécialement ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas forcément envie de faire quelque chose en particulier. Ils font les choses parce qu'il faut peut-être les faire. Mais voilà, c'est tout. Ça, c'est probablement aussi une bonne partie, je pense, des gens. Enfin, en tout cas, peut-être pas la majeure partie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, au fond, qui sont comme ça. En réalité, la vocation de beaucoup de gens, c'est ne rien foutre. Alors c'est marrant que cette société culpabilise autant cette notion, justement la combat à ce point, justement parce qu'elle a peur que les gens aillent peut-être vers ça, mais tout le monde n'est pas un artiste autodidacte ou un intellectuel autodidacte ou quelqu'un qui a des passions, une vocation et qui, tout en sortant du système du travail standard, de l'emploi, etc., eh bien, a des vocations, une vocation, des centres d'intérêt, des passions de telle sorte que ils vont quand même faire des choses sans qu'on leur demande, sans qu'on les emploie forcément, sans contrat de travail, en autodidacte, ils vont se consacrer à des activités, écrire, peindre, dessiner, construire, établir des projets. D'eux-mêmes, ça c'est les gens qui ont une vocation, même si du coup ils n'arrivent pas forcément à l'exercer dans le cadre d'un emploi, etc. Et du coup ils sont un petit peu voilà, en marge. Là on parle vraiment de gens dont la vocation ce serait de ne pas en avoir et du coup dont la vocation serait en gros de ne rien foutre. Et en fait beaucoup d'êtres humains sont comme ça et on le sait en fait que s'il n'y avait pas la contrainte de la survie, c'est la contrainte de la survie, de la subsistance, du travail, eh bien beaucoup d'êtres humains, en réalité, leur vocation serait simplement de vivre, c'est-à-dire voilà, d'aimer manger, de buller, de prendre le temps, de glander, de jouer, voilà, etc. Voilà, de s'adonner à des choses comme ça, mais pas voilà, d'aller travailler. Donc je pense que beaucoup d'êtres humains sont dans une situation de non-vocation. Ce qui peut expliquer en réalité voilà, bien une forme de paresse, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'énergie particulière ou d'envie particulière de réaliser des choses hors de ce qu'on est contraint de faire. Et donc, bien, une fois que la contrainte est levée, bien, finalement, voilà, il y a un laisser-aller, d'autant plus que la contrainte elle-même étant source de fatigue, d'épuisement, de frustration, il est d'autant plus tentant de se tourner vers l'oisiveté absolue, hein, pas l'otium cum dignitate des latins, l'otium, le loisir avec dignité, mais vraiment là, une paresse absolue, une indolence. Et voilà, parce que justement, il y a une compensation de la frustration qui a été subie. Donc, bon, là, ça pourrait donner ce que Baudelaire, dans son journal intime, qualifiait de masse taillable et corvéable à souhait. Hein, le terme est assez violent, hein, taillable et corvéable, hein, qui vient des termes de la taille et de la corvée. Hein. La taille et la corvée, c'était des impôts. Donc, quand on dit qu'on est taillable et corvéable à souhait, en fait, c'est qu'en fait, on est imposable à souhait. En gros, c'est sous-entendu qu'on est bon qu'à travailler, quoi. On est de la bête de somme, parce qu'on est bon à rien d'autre qu'à trimer, quoi, qu'à travailler, qu'à être les bourrins de service. Voilà. Et donc, ça renvoie souvent en fait à une forme de masse qui serait plus ou moins décérébrée, ou sans volonté particulière, sans vocation, sans talent, sans singularité. Et en fait, qui du coup n'a aucune fonction particulière, n'a aucun intérêt particulier, n'a pas de justification non plus à sortir du giron entre guillemets, de l'esclavage moderne de la société, et du coup, qu'on peut utiliser en fait comme main-d'œuvre à volonté, parce que de toute façon, ils n'ont pas de vocation, ils n'ont pas de talent. Donc en fait, on leur apprend juste des compétences, on leur demande de faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas en mesure, eux, de se créer eux-mêmes un but, et du coup, en fait, on leur en donne un de force. Voilà. Donc ça renvoie un peu à cette idée-là.
d'êtres humains qui sont tellement dépourvus de vocation et de talent que si on ne leur donnait pas un cadre, eh bien, ils ne feraient rien du tout, ils seraient entre guillemets 100% inutiles, puisque cette société juge beaucoup la valeur des gens à leur utilité, à leur rentabilité. Et donc, qu'il faut leur donner un cadre et que ce cadre, c'est le travail contraignant, c'est le job alimentaire et c'est le service qu'ils peuvent rendre à la société en échange d'une rémunération. Et donc, ils sont taillables et corvéables. Et donc, voilà, parce qu'ils sont sans vocation d'un côté et sans talent de l'autre particulier. Donc, en fait, voilà, ils ne se détachent pas spécialement. Donc, bon, c'est des images assez péjoratives, hein, c'est assez sinistre. Mais il y a un petit peu de cela. Et c'est pour ça, en fait, que dans les personnes qui n'ont éventuellement, et il n'y a pas que ça, hein, voilà, mais qu'il n'y a pas, où il n'y a pas vraiment spécialement de vocation ou de talent, eh bien ces personnes-là, en fait, on les retrouve au plus bas de l'échelle, hein, dans les métiers les plus bas de la société. Voilà, comment, la manufacture, les travaux d'usine, de répétition, les travaux de ménage, les caissiers, etc. Tous ces métiers-là comme ça qui ont une très mauvaise connotation parce qu'en fait, considérés comme au bas, voilà, de l'échelle des compétences et qui ne relèvent pas de la vocation. Personne n'a la vocation quasiment, voilà, de passer le balai, voilà, de scanner des produits. Ça n'existe pas, les vocations de ces métiers-là. Personne n'a la vocation d'enfoncer des clous un à un à la chaîne toute la journée. Ce sont des métiers qui ne peuvent pas fonctionner en termes de vocation. Et ce sont des métiers qui ne fonctionnent pas non plus au talent spécialement, parce que c'est pas une question de talent, c'est une question de compétence et de performance. Donc c'est pour ça que ces métiers-là se retrouvent en fait typiquement les terrains de jeu, et qui ne sont pas des terrains de jeu en réalité, en fait les endroits en fait où on envoie les personnes qui n'ont ni talent ni vocation. Alors bon, souvent voilà, on oppose, on dit que il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de talent, pas de vocation, il n'y a que les personnes qui n'ont pas eu de chance, d'opportunité, d'éducation, le milieu favorisé, qu'en fait ce sont les gens défavorisés qui finissent là, qui n'ont pas eu d'instruction, qui n'ont pas pu en fait développer, hein, on sous-entend qu'ils n'ont pas pu développer leur potentiel, qu'ils avaient un potentiel de talent et un potentiel de vocation, mais qu'ils n'ont pas pu le découvrir et le développer, et que du coup c'est un problème d'éducation et de pauvreté. Ce qui est possible, hein, effectivement, mais moi je pense que c'est pas exactement vrai et que c'est une triste réalité, que je pense qu'il y a des personnes qui dans la vie n'ont pas de vocation et n'ont pas de talent parfois. Je pense que tout existe dans la vie, y compris le fait d'avoir ni vocation ni talent particulier, et que ces gens-là, généralement, qui parfois en plus, voilà, je sais pas s'ils gagnent au loto par exemple, hein, parce qu'il y a des gens comme ça qui jouent beaucoup, ces gens qui rêvent de gagner au loto et qui jouent au loto, ou qui jouent à des jeux d'argent, bah, leur rêve justement c'est de décrocher le million, l'argent, et c'est précisément pour s'émanciper, s'extraire de cet univers du travail contraignant, mais qui pour autant n'ont ni vocation ni talent, et en fait du coup leur argent leur sert juste à s'émanciper de tout ça, en fait presque à racheter leur liberté comme des esclaves, et à ne rien foutre. C'est des gens, après, on dit que c'est pour le farniente, ils font que voyager, glander, etc. Et je ne juge aucunement cela parce que, bon, pour moi, un être humain n'a pas à gagner sa vie et si les gens veulent ne rien faire, qu'ils ne fassent rien. Mais peut-être que ce qui stresse les gens qui ont un tel problème, une telle hantise de ces histoires de ne rien faire, d'être inutile à la société, c'est que peut-être que ces gens pressentent, et je ne sais pas si c'est à raison ou pas, qu'une majorité de gens sur Terre, au fond, n'a ni vocation ni talent, n'a rien de particulier. Et que, effectivement, si on laissait ces gens-là ne rien faire, s'il n'y avait pas ce chantage à la survie sordide qui a été mis en place par les sociétés humaines postmodernes et capitalistes, voilà, tu veux un toit, tu veux être chauffé, tu veux de l'eau, tu veux de l'électricité, tu veux à manger, eh bien il faut que tu travailles et on te donnera le strict nécessaire pour obtenir tout cela. Eh bien voilà, s'il n'y avait pas ce chantage à la survie, cette contrainte, eh bien les gens foutraient rien, l'être humain ne foutrait plus rien. Parce que par des êtres humains n'ayant ni vocation ni talent, si on leur laisse le terrain absolument libre, ils ne foutront rien, ils n'auront pas spécialement d'envie de réaliser un projet, d'accomplir une œuvre, de faire des choses d'eux-mêmes. Alors d'autres évidemment pensent le contraire et disent que l'être humain a le travail en lui, dans le sang en quelque sorte, et que l'être humain déteste s'ennuyer, évidemment, et ça c'est vrai, et voudra toujours faire quelque chose. Au bout d'un moment, en fait, aura envie de faire des choses et même de se rendre utile. Donc ça, c'est un petit peu aussi les controverses qu'il y a autour du salaire universel. Hein, il y a les opposants au salaire universel qui considèrent que c'est de l'assistanat déjà, la fameuse notion d'assistanat, mais en plus qui disent que si on donne le minimum de revenus de subsistance aux gens, eh bien, ils n'auront plus besoin de travailler pour vivre. Et comme ils n'auront plus besoin de travailler pour vivre, en fait, ils ne feront plus rien. Parce que, fondamentalement, eux, ils partent du principe que les gens sont bons à rien ou n'ont rien envie de faire, et du coup qu'on aura une société de totale paresse, etc. Et d'autres qui ont un postulat inverse disent non, l'être humain n'est pas forcément dépourvu à ce point-là, au point qu'on le croit, de vocation, et que en fait un être humain à qui on rend justement sa liberté, qu'on émancipe du travail, à qui on permet en fait de nouveau réfléchir, avoir du temps pour lui, se poser des questions, éventuellement partir à la découverte de ce qu'il aime, de ce qu'il veut faire, eh bien on va développer des passions,
va développer des centres d'intérêt, va vouloir faire certaines choses. Forcément, il y a des choses qu'il aime plus faire que d'autres. Et donc, en fait, va développer une forme de vocation. Et en tout cas, va vouloir se rendre utile aussi. Va en avoir marre peut-être de l'impression voilà, qu'il ne participe pas. Et donc, il va se tourner vers le milieu associatif, etc. Donc, c'est un petit peu les deux postulats. Que se passerait-il? Est-ce qu'on obtiendrait des gens qui se rendraient utiles à leur manière d'une autre façon? Est-ce qu'on obtiendrait des gens qui foutraient rien parce que l'être humain, au fond, s'en fiche, se replierait sur lui-même? Voilà, c'est un peu deux notions, deux visions de l'humanité, de l'humain par défaut qui se confrontent là. Et en tout cas, voilà, ça part vraiment du postulat de toute cette masse qu'on s'imagine être en fait dépourvu à la fois de vocation évidente et de talent particulier. Voilà, de personnes qui n'auraient pas spécialement de but dans la vie si on leur enlevait celui qui est de gagner sa vie, qui seraient des gens juste comme ça, qui se laissent vivre comme des chats, voilà, juste manger, boire, dormir, baiser, voilà, vraiment comme ça, une espèce de vie un peu comme ça, animale quasiment, un peu basique. Voilà, et ça c'est un peu la hantise de beaucoup de gens. Et comme on n'a pas bien sûr assez testé ça massivement, on ne peut pas trop se rendre compte de la chose. Voilà, donc c'est vrai que ce profil de ni vocation ni talent, moi je pense n'est pas si rare, peut-être même est la norme finalement de l'humanité, peut-être que c'est comme ça que la plupart des gens sont, hein. La vocation, peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu spécial, exceptionnel. Le talent, pareil, hein, par définition. Ça, moi, j'aurais du mal à me représenter quelle est la part d'être humain dans l'un et l'autre cas. En tout cas, bon, il y a un cas qui est intéressant parce que là, en fait, on a évoqué le cas où il y a à la fois on a la vocation et le talent. Ça, c'est le scénario idéal. Les deux coïncident parfaitement. Vous avez le talent de votre vocation, vous avez la vocation de votre talent. Donc ça, c'est magnifique parce que ce que vous avez envie de faire est aussi ce que vous savez faire, et ce que vous savez faire est aussi ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est le rêve un peu de tout le monde, de trouver ce métier ou cette activité qui correspond à cette description. C'est le Graal. Donc là, on vient de parler de ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, et donc peut-être de l'espèce de masse que ça peut donner, et donc d'espèce de main-d'œuvre idéale que ça peut créer aussi, parce que voilà, c'est des personnes qui font juste ce qu'on leur demande pour obtenir la rémunération, et voilà. Et dans ce podcast, je voulais m'intéresser à deux cas particuliers autour de cela, qui me semblent voilà, particulièrement édifiants, qui méritent réflexion. C'est le cas où on a seulement une des deux notions. C'est-à-dire que soit on a la vocation pour quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas le talent qui suit, on n'en a pas le talent. Ou alors inversement, on a un talent, on sait faire quelque chose, mais alors pas de bol, on sait le faire, mais on n'aime pas spécialement le faire, et ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire de sa vie. Donc, on a un cas qui est source de souffrance parce que on a une vocation, on a envie de faire quelque chose, on rêve de faire quelque chose, mais malheureusement, on n'est pas doué. Et comme on n'est pas doué, et que c'est quand même la condition essentielle pour être légitime à faire ça, hein, et pour que ce soit reconnu comme un travail, eh bien, on va peut-être passer à côté de son rêve, parce qu'on n'est pas à la hauteur. Donc ça, c'est très dur à vivre, et beaucoup de gens vivent ça. La vocation sans talent, ça arrive très souvent. Et puis de l'autre, on a le fait, qui est une autre souffrance finalement, mais on a un talent, et malheureusement, on n'a pas la vocation de ce talent, ce qui fait qu'on n'a pas envie d'en faire quelque chose de particulier. Alors c'est moins une souffrance parce qu'au fond, tant mieux si on a un talent, et puis si on n'a pas envie d'en faire quelque chose de particulier, tant pis. En fait là c'est plus une souffrance ou une frustration pour les autres autour, parce que les autres voient qu'on a un talent énorme, et qu'en fait on ne l'exploite pas, et qu'on ne va pas en faire son métier ou sa vie. Et là en fait il y a une incompréhension. Et puis on peut quand même, pour une frustration personnelle, parce qu'on peut se dire si seulement j'avais eu la vocation de ce que je sais faire, parce qu'en fait les situations peuvent se recouper. On peut avoir quelqu'un par exemple qui est doué pour le dessin, qui du coup aurait peut-être pu avoir une vocation pour le dessin, mais pas de bol, il n'a pas cette vocation-là. Il a la vocation, je ne sais pas, d'être pilote, mais malheureusement il n'a pas le talent, les compétences pour être pilote. Et donc là on a quelqu'un qui se retrouve avec un talent entre guillemets inutile, soit qu'il n'aime pas du tout dessiner, soit qu'il aime dessiner, mais juste comme un petit passe-temps comme ça, et qui a une vocation, mais qui malheureusement n'est pas celle de son talent, et qui a la vocation d'être pilote. Il se sent appelé par ça, il a envie de faire ça, c'est sa passion, son rêve, mais pas de bol, il n'a pas 10 sur 10 à chaque œil, il est nul en mathématiques, en orientation, bref, il ne réussit pas les tests, et donc il ne peut pas accéder, faute de compétences, voire de talent, au métier qui est sa vocation. Donc là en fait il gagne sur aucun plan, il passe à côté de son talent qu'il n'arrive pas à exploiter, parce que ça ne l'intéresse pas assez,
et le talent qu'il aurait dû avoir pour satisfaire sa vocation, il ne l'a pas, donc il ne peut pas satisfaire sa vocation. Vous voyez, on peut obtenir comme ça des situations de véritable souffrance, voilà, et de dépit autour de la situation professionnelle. Donc voilà, donc ça ce sont des cas voilà, que je trouvais intéressants. Et là, puisque je les ai un petit peu présentés dans les grandes lignes, que j'ai un peu exposé les situations possibles, eh bien, je voulais un peu explorer ces problématiques-là, ces questions-là, à travers des exemples précis, issus du cinéma. Parce que quand je ne sais plus d'ailleurs comment ça m'est venu, je ne sais plus si je suis parti du sujet, puis de là j'ai pensé au film, ou alors si j'ai vu les films, où j'ai repensé au film, parce que c'est parmi mes films préférés, et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon podcast sur la vocation et le talent, je ne sais plus par où ça a commencé. Mais en tout cas, ces notions de vocation et de talent, elles m'ont l'une et l'autre fait penser à deux films que j'adore, qui sont d'un côté Bienvenue à Gattaca, Gattaca en VO, d'Andrew Nichols, de 1997, avec Ethan Hawke et Uma Thurman, et Jude Law. Et puis, de l'autre, Will Hunting, The Good Will Hunting en VO, de Gus Van Sant, 1998, avec Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams et Stellan Skarsgård. Et Mimi Driver aussi, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est les deux films en fait qui, l'un et l'autre en fait, qui m'ont été inspirés par ces notions de vocation et de talent, ou alors qui m'ont inspiré ces notions de vocation et de talent dont je voulais parler. Et donc je vais évoquer ces films, je pense l'un après l'autre. J'aurais pu les évoquer en même temps, mais j'ai peur que tout se chevauche et se mélange. Donc je crois pour l'instant que je suis plutôt parti sur l'idée de les traiter séparément en deux problématiques séparées. Voilà, donc d'un côté, le film en fait Gattaca de 1997 d'Andrew Nichols, qui est un film intéressant sur la notion de vocation, avant tout. De vocation et d'absence de talent. Le film Gattaca est un film vraiment pile dans ce schéma-là, qui explore pile cette situation-là. Que se passe-t-il quand on a la vocation pour quelque chose, un rêve, mais que, pas de bol, on n'a pas les compétences et le talent pour exercer cette vocation? Comment on peut faire? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut quand même y arriver? Est-ce qu'on peut se passer du talent, voire des compétences de base, mais réussir par la seule force de la vocation, par la seule force du rêve et de la passion? Ça, c'est la question posée par Gattaca. Je vais revenir dans un instant en détail sur pourquoi ça pose cette question-là, comment, et on va un peu parler du film. Will Hunting, de 1998, de Gus Van Sant, pour le coup, c'est l'inverse. C'est un film qui pose la question, là, pour le coup, du talent sans vocation. On a quelqu'un qui est un génie, qui est un surdoué, donc qui est doué vraiment dans plein de domaines et de façon extrêmement poussée, mais pas de bol, il n'a pas la vocation. Il sait faire, mais il n'a pas spécialement envie de faire. Et d'ailleurs, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Donc il est vraiment sans vocation particulière. Et pour le coup, la question posée par le film, par Will Hunting, il y en a beaucoup, c'est un film passionnant et qui peut se lire de plein de façons différentes, mais une des principales, c'est quand même cette question, notre talent nous engage-t-il? Parce que quand on a comme ça un talent, généralement il est remarqué par des gens, et des gens sont intéressés par ce talent, et voire nous l'envient, sont fascinés. Et c'est vrai que l'entourage, les gens, le milieu professionnel, ne vont pas comprendre qu'on ne puisse pas vouloir exploiter ce talent, le partager, et que ça ne coïncide pas avec une vocation. Ils vont voir ça comme un gâchis de potentiel. Et donc, à un moment donné, c'est à se demander si en fait, notre talent nous engage vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on se doit à nous-mêmes ou est-ce qu'on doit aux autres même vocation ou pas, de mettre notre talent à leur service, d'exploiter notre talent, même si ça ne nous plaît pas. Voilà. Donc ça, c'est la question plutôt posée par Will Hunting. Donc voilà, je voulais m'arrêter sur ces deux notions, comme ça, je ne sais pas si ça va nous prendre spécialement beaucoup de temps, ou si on aura vite fait le tour. Alors on va commencer par Gattaca, en plus qui dans l'ordre chronologique est celui qui est sorti un petit peu avant, ils sont sortis à peine un an d'écart. Donc Gattaca d'Andrew Nichols, 1997. Donc dans Gattaca, on est dans une espèce de plus ou moins de futur proche, presque de dystopie ou d'uchronie, où en fait la société a complètement en fait embrassé la notion d'eugénisme, ce qu'on appelle l'eugénisme, donc le tri des gènes,
pour en fait améliorer les êtres humains et en fait faire en sorte qu'on élimine les individus défaillants et en fait même on trafique les gènes pour faire des gens performants et parfaits, donc des gens qui vont être beaux, des gens qui vont avoir la taille parfaite, des gens qui n'auront aucun problème de santé, voilà, des espèces c'est un peu du transhumanisme aussi, hein, un peu l'être humain du futur, un petit peu amélioré comme ça. Et en fait, le narrateur, hein, parce que c'est un narrateur dans le film, hein, d'ailleurs, donc Ethan Hawke, hein, joué par Ethan Hawke, qui s'appelle initialement Vincent, c'est son nom de baptême, euh, et en fait qui est doublé en VF par l'excellent Jean-Pierre Michael, hein, qui double aussi Keanu Reeves et Brad Pitt. Et donc voilà, la voix off extraordinaire en VF de Jean-Pierre Michael, hein, d'Ethan Hawke, donc, qui est le narrateur, Vincent, nous explique que lui, il est ce qu'on appelle un enfant du destin. C'est-à-dire que c'est un enfant, un des derniers enfants qui a été conçu de façon naturelle, hein, sans fécondation in vitro, avec des tris de gènes, de l'eugénisme, etc. Il est né comme nous tous en fait, hein, voilà, avec les dés, on a jeté les dés, puis on est né avec les défaillances qu'on a, avec les faiblesses qu'on a, avec les points forts qu'on a, avec le génome qu'on a qui est imparfait. La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celles de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans. Et le problème, c'est que il est né comme ça, à l'aube d'une société qui adopte complètement l'eugénisme, et donc du coup, il a un petit frère, Anton. Et Anton, en fait, lui, au contraire, c'est un enfant vraiment de la génétique. Et donc, ça donne d'un côté un enfant qui a une espérance de vie limitée, qui en plus est malade, hein. En plus, Vincent, pas de bol, est asthmatique. Vincent a de l'insuffisance cardiaque. Il a des risques de névrose, tout ça. Enfin voilà, c'est quelqu'un, directement dès sa naissance, on sait qu'il a des faiblesses. Alors que Anton, son frère, eh bien, il est fort, il grandit bien, il est vaillant. Bref, il a toutes les qualités, enfin, toutes les prédispositions génétiques pour faire ce qu'il veut et pour être un individu sain et performant. Et donc, il y a déjà en fait cette rivalité et cette position un peu humiliante, cette souffrance décrite par le narrateur. Mais le narrateur développe, hein, justement, au cours de son enfance, une vocation. Le narrateur, Vincent, joué par Ethan Hawke, s'intéresse très tôt, dès l'enfance, à l'astronomie. Et même pas à titre purement intellectuel, ce qui encore serait passé. Il ne veut pas seulement devenir astronome, faire de la physique, quantique ou des choses comme ça. Il veut devenir astronaute. Il veut aller dans l'espace. Il faut que tu sois réaliste. Étant donné tes troubles cardiaques, Maman, il y a une chance que je n'ai rien du tout au cœur. Une chance sur 100. Eh bien, je la tenterai, d'accord? Le problème, c'est que ne la tenteront pas. Écoute, pour l'amour de Dieu, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Ta seule chance de voir l'intérieur d'un vaisseau spatial, c'est d'y faire le ménage. Mon père avait raison. Peu importait le nombre de mensonges dans mon CV, mon véritable CV était dans mes cellules. Pourquoi investirait-on tant d'argent pour m'entraîner, alors qu'il y a un millier de candidats avec un bien meilleur profil? Et évidemment, dans la société dans laquelle il évolue, ces métiers-là, qui déjà dans notre société, dans notre société à nous, sont réservés aux gens les plus performants. Vous pouvez rêver, vous pouvez avoir la vocation de devenir Thomas Pesquet. On sait que Thomas Pesquet aide au recrutement, l'astronaute français aide au recrutement des astronautes de demain, démarche les ingénieurs, etc. Mais être astronaute, c'est une sélection de dingue. Déjà, il y a une sélection d'ordre intellectuel. Il faut plutôt être issu de l'ingénierie, du monde de la science. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de bac littéraire dans l'espace. C'est comme ça. Hein, voilà. On emmène des gens qui sont à l'aise avec les sciences, avec les mathématiques, avec les calculs,
avec bien sûr la physique, l'astronomie, la chimie. Et secondairement, en plus de tout ce profil plutôt scientifique, on envoie des gens qui évidemment ont une force physique, voilà, une endurance physique. Et ça va même au-delà de ça. Admettons que vous soyez brillant intellectuellement dans le domaine scientifique. Admettons que vous soyez bien portant, une bonne santé physique, vous supportiez léger, vous supportiez les entraînements physiques, vous sachiez faire la plongée, les exercices d'apesanteur, etc. Les ultimes tests, et ceux qui éliminent beaucoup de gens, ce sont les tests psychologiques. Il y a des tests psychologiques très intenses forcément pour vérifier si vous savez gérer le stress, si vous savez gérer la vie enfermée, donc en claustrophobie, dans un espace forcément restreint avec des gens. Donc est-ce que vous savez gérer aussi les relations humaines, etc. Bref, psychologiquement, forcément, on ne peut pas se permettre d'envoyer des gens instables, fragiles, angoissés, névrosés dans l'espace. Il faut des gens qui ont du sang-froid, qui sont posés, stables mentalement. Et donc vous voyez, il y a quand même un ensemble de tests intellectuels, physiques et psychologiques qui sont très intenses. Donc ça, ce sont typiquement des métiers, c'est pour ça que le film sans doute a choisi ça comme métier. Évidemment, ça ne marchait pas très bien comme film si la vocation du narrateur c'était d'être boucher. Bon, même avec un patrimoine génétique un peu défaillant, sans doute qu'il y aurait eu moins d'obstacles pour qu'il accède au métier de ses rêves. Là, évidemment, le narrateur, pas de bol, rêve d'espace. Ce qui déjà, encore une fois, dans le monde dans lequel on est, qui n'est pas eugéniste, fait l'objet d'une sélection drastique. Et justement, on pourrait presque dire eugéniste a posteriori. C'est-à-dire bien sûr, on ne trafique pas des gènes à la conception des enfants pour faire des futurs candidats à ces métiers-là, mais en revanche, la façon dont on sélectionne les êtres humains dans certains métiers, en discriminant, on discrimine ouvertement, relève d'un eugénisme a posteriori. On va sélectionner en gros les gens les mieux portants, qui ont la meilleure stabilité mentale, en gros, qui sont les plus sains, les individus sains. Et ça ne choque personne parce qu'on a parfaitement admis, intégré, on a accepté l'idée que c'était normal. On conçoit tout à fait que dans l'espace, il vaut mieux des gens qui sont en bonne santé physique, qui comprennent quelque chose à ce qui se passe, donc qui s'y connaissent un peu en physique, en chimie, etc. Et en plus qui, psychologiquement, ne vont pas finir par zigouiller tout l'équipage. Donc, évidemment, on l'accepte en plus, tout ça. On trouve ça normal que dans certains métiers, il y ait une discrimination et qu'il y ait une sélection drastique. Mais évidemment, dans le monde décrit par Ethan Hawke dans le film, eh bien, cette sélection, elle se fait donc en amont, a priori, par la génétique, dans l'eugénisme. Et donc, évidemment, une fois qu'on a des individus qui sont officiellement sains, votre patrimoine génétique devient votre identité, votre carte d'identité, eh bien, à deux candidats plus ou moins égaux, celui qui fera la différence pour le recrutement, tant qu'à faire, et il le dit très bien dans le film, c'est quelqu'un qu'on n'aura pas besoin de dépenser des millions de dollars pour le former, pour l'entraîner physiquement, etc., quand il a déjà toutes les compétences. Il est déjà brillant, il est déjà très fort, etc., parce que sa génétique le favorise. Donc évidemment, le film imagine un monde où, grâce à l'eugénisme, en fait, bien forcément, il y a des castes en fait, qui se créent, et la caste des gens qui sont nés dans l'eugénisme prennent les emplois les plus prestigieux, deviennent bien sûr des gens privilégiés pour certaines fonctions, une espèce d'aristocratie. Et les gens qui n'ont pas cette chance-là, qui sont les enfants du destin, sont relégués à des tâches ingrates, aux tâches domestiques, vous voyez, vraiment aux tâches d'entretien, d'usine, répétitives, non qualifiées. On obtient comme ça deux catégories d'individus. Mais là où Gattaca est un film passionnant, et là où se situe son véritable propos, c'est que l'absence de talent, l'absence de compétences, de dons, et même les handicaps, on peut parler carrément de handicap, il est asthmatique, il a un cœur très fragile, donc il est même carrément handicapé. Le handicap du héros ne va pas l'arrêter dans sa détermination. Il a un rêve, il s'y accroche, et il est prêt à tout, même à être hors la loi, même à l'illégalité, même à la triche, et à se surpasser bien entendu, à aller au-delà de ses limites, quitte à se mettre en danger. Donc ça va très loin aussi bien sur le plan physique que sur le plan légal, pour atteindre son rêve. Il veut aller dans l'espace. Et c'est important, il veut aller dans l'espace. Il ne veut pas forcément aller et revenir, il veut aller dans l'espace. Comme de nombreux autres dans ma situation, je me déplaçais beaucoup au cours des quelques années qui suivirent, trouvant du travail où je pouvais. Je dois avoir nettoyé la moitié des toilettes de l'État. J'appartenais à une nouvelle sous-classe qui n'était plus déterminée ni par le statut social ni par la couleur de la peau. Bienvenue à Gattaca, messieurs. Non. Nous avons maintenant fait de la discrimination une science. Voilà votre matériel de nettoyage. Commencez devant, nettoyez jusqu'au fond. Et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans.
Et vous, votre majesté, vous rêvez de l'espace? Viens par ici. Commence par nettoyer cet espace-là. Quand tu nettoies les vitres, ne les nettoie pas trop bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça pourrait te donner des idées. Ouais, mais si elles sont bien nettoyées, vous me verrez plus facilement une fois que je serai de l'autre côté. Jamais je ne m'étais senti plus éloigné de mon objectif que lorsque je me tenais juste à côté. Malgré toutes mes bravades, je savais ce qu'il en était. Peu importait la rigueur de mon entraînement ou de mes études. Les meilleurs résultats du monde n'avaient aucune importance si je n'avais pas l'analyse de sang qui allait avec. Je décidais d'avoir recours à des moyens plus extrêmes. Donc, une fois que le but est aussi strictement fixé, l'objectif est tellement clair, tellement évident et tellement déterminé que plus rien n'arrête la personne. Sa détermination est énorme et il est prêt à tout. Il est vraiment prêt à tout. À partir de là, l'intrigue en fait se pose quand le narrateur réalise que de toute façon il ne pourra pas y arriver sans tricher et que pour déjà s'infiltrer dans le système, la station, enfin pas la station spatiale mais dans l'espèce de NASA, il doit déjà usurper l'identité de quelqu'un qui lui aurait le droit d'y être. Lui de toute façon il ne pourra jamais y entrer. Sa carte d'identité génétique joue contre lui, l'exclut d'office. Donc en fait, il doit duper les recruteurs pour déjà réussir à entrer dedans. Une fois qu'il rentrera dedans, il essaiera le plus possible d'aller au-delà de ses limites physiques et de cacher son jeu pour pouvoir peut-être aller dans l'espace, mais déjà, il faut qu'il arrive à entrer dans le bâtiment. Et donc, c'est ce qu'il fait. Pour ça, il a besoin d'une carte d'identité, d'usurpation d'identité. Et cette usurpation d'identité, en fait, il va réussir à la faire en allant sur le marché noir, où en fait, des gens qui, eux, sont privilégiés génétiquement, en fait, vendent leur identité parce qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils sont malades, etc. Donc c'est là qu'il rencontre Jude Law, le personnage joué par Jude Law, qui s'appelle Jérôme Moreau. Et Jérôme, lui, en fait, était un grand sportif, brillant, promis à une immense carrière. Et en fait, il y a eu un tragique accident qui, du coup, se retrouve handicapé, en fauteuil, et qui ne l'a pas signalé. Et en fait, du coup, qui, pour se faire de l'argent, vend son identité à un usurpateur qui va être du coup Vincent. Voilà, donc Vincent et Jérôme vont se lier d'amitié et vont partager une même identité. Et donc grâce à l'identité très avantageuse de Jérôme, parce que Jérôme est un enfant typiquement transformé, il est beau, il était grand, il est bien bâti, il est hyper intelligent, il a une espérance de vie incroyable, c'est vraiment l'être humain boosté à fond. Évidemment, avec une telle carte d'identité génétique, Vincent est sûr de se faire ouvrir toutes les portes qu'il veut. Tout d'un coup, il n'y a plus aucune limite à ce que vous voulez faire. En fait, c'est l'inverse total. Les gens génétiquement transformés peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus qu'à choisir. Rien ne les empêche, ni intellectuellement, ni physiquement. Ils ne sont empêchés par rien. Donc en fait, quelque part, ils ont tous les dons, ils ont tous les talents. Donc la question du talent pour eux est réglée, c'est une question uniquement de ce qu'ils ont envie de faire ou pas, de vocation. Mais là où le film est brillant et le dit dès le départ, le truc c'est que Jérôme, déjà son accident c'est la vie, il ne pouvait pas anticiper son accident, il peut avoir le meilleur patrimoine génétique du monde, les accidents ça arrive. C'est là qu'il y a la fameuse phrase qui est extraordinaire, après tout, il n'y a pas de gène pour le destin. On peut faire des gènes qui vous programme pour être talentueux, pour être beau, pour être fort, mais le destin c'est le destin, il n'y a pas de gène pour le destin, comme dit Vincent. Pour les êtres génétiquement supérieurs, le succès est plus facile à atteindre. Mais il n'est pas du tout garanti. Après tout, il n'y a pas de gène pour le destin. Mais non seulement il n'y a pas de gène pour le destin, mais il n'y a pas de gène pour la vocation. Comment génétiquement vous mettez la vocation d'un métier ou d'une activité, une passion, en quelqu'un? Vous ne pouvez pas. Donc en fait, vous pouvez le créer avec toutes les compétences physiques pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour autant qu'il en développera l'envie, la passion, le plaisir à le faire. Ça, c'est la petite donnée psychologique non maîtrisable et c'est la part de magie de l'identité individuelle. Et c'est exactement en fait ce qui est en jeu dans le film. On a deux hommes. On a Jude Law d'un côté, Jérôme Moreau, qui est né avec tout ce qu'il faut génétiquement pour faire ce que veut faire Vincent.
sauf l'envie de le faire. Il est né avec tout pour le faire, sauf l'envie de le faire, tel que c'est dit dans le film. Et de l'autre côté, on a Vincent, joué par Ethan Hawke, qui lui, eh bien, a tout contre lui physiquement, a tous les handicaps possibles, n'a rien de ce qu'il faut pour aucun talent, aucune compétence, aucune prédisposition physique pour faire ce qu'il veut faire. Mais lui, la différence, c'est qu'il veut le faire. Il a une raison de vivre, il a un rêve, il a un but, il a une vocation. Il se sent appelé par quelque chose. Donc on a un chassé-croisé là. Typiquement, en fait, dans le même film, on a les deux notions. On a talent sans vocation et on a vocation sans talent. Et il y a un peu l'idée de qui va le plus loin des deux. Mais le film répond à cette question très simplement, que c'est la personne qui, à la rigueur, a un peu moins de talent, mais sait où elle va, sait pourquoi elle y va, sait qu'elle veut y aller, et donc a une vocation qui ira forcément plus loin parce que justement, elle a un cap, elle a un but. Alors que quelqu'un qui peut-être a plein de talent, a plein de compétences, mais n'a pas d'envie particulière, n'a pas de volonté, n'a pas de vocation, il n'ira pas bien loin. Donc c'est vrai que Vincent, qui avait tout contre lui, a un atout pour lui qui est énorme, c'est sa détermination, sa motivation, sa passion. Il sait ce qu'il veut faire, et il sait pourquoi il veut le faire, et il est prêt à tout pour le faire. Le personnage va se surpasser tout au long du film, quitte à se mettre en danger, il va aller au bout de ses limites physiques, parce qu'il a quand même son cœur qui est fragile, et il est sur le point limite de se tuer parfois, tellement à l'entraînement ça surpasse ses compétences. Il est sur le point aussi de se faire choper, parce qu'évidemment il y a des espèces de flics qui surveillent, qui essaient de débusquer les usurpateurs, et du coup il est plusieurs fois sur le point de se faire pincer, il est obligé d'être très précautionneux. Bref, il se mène une vie d'enfer quelque part pour pouvoir resquiller. Et finalement, il va finir par se faire rattraper, capter par un flic qui en plus s'avère être son fameux frère, son frère qui était génétiquement transformé. Voilà, son frère le retrouve, il est flic justement, c'est lui qui mène une enquête. Et les confrontations entre les deux frères dans le film sont parmi les moments les plus poignants du film, et le cœur, l'âme du film, avec la musique de Michael Nyman, magnifique musique de Michael Nyman, le compositeur aussi de la leçon de piano. Et donc oui, les deux frères justement, eux aussi illustrent ce chassé-croisé entre un frère qui a tous les talents, peut faire tout ce qu'il veut, mais bon, il n'a pas spécialement de passion, de vocation, un être un petit peu froid, et puis de l'autre on a quelqu'un effectivement qui a tous ses handicaps, mais bon, qui a un but dans la vie. Et donc les deux frères en fait ont pour habitude depuis l'enfance en fait de se mesurer à une épreuve qui est celle en fait de nager dans la mer le plus loin possible. Épreuve très dangereuse, et surtout en fait pour Vincent, puisque Vincent, ayant les faiblesses cardiaques qu'il a, c'est un coup pour lui faire un malaise et se noyer. Or Vincent arrive à se surpasser et en fait à dépasser son frère. Ce qui est évidemment une source d'humiliation énorme pour le frère, Anton, mais aussi une source de fierté pour Vincent, et une preuve encore une fois de la force du mental. La force du mental, de la détermination sur le physique. Donc ça pose une question presque, on va dire jusqu'à la naïveté, on pourrait dire, certains diraient un petit peu naïf, parce que à quel point la détermination et le mental peuvent réellement déployer, décupler nos compétences. Parce que certains diraient, c'est pas parce que quelqu'un qui est handicapé, par exemple qui est en fauteuil, comme d'ailleurs les Jérôme dans le film, Jérôme Moreau, Jude Law, il aura beau avoir toute la motivation, la vocation qu'il veut, il est handicapé, il peut pas se lever, quoi. Au bout d'un moment, il peut pas faire de miracle. Donc c'est vrai que le cas de Vincent est un cas où il y a une petite marge à jouer. On n'est pas exactement dans le miracle. C'est difficile, il est obligé de tricher, il est obligé de se surpasser, mais il n'est pas cloué dans un fauteuil, il n'est pas aveugle, il est myope dans le film, mais il n'est pas aveugle. Bref, il a comme ça des faiblesses, mais il n'a pas de contre-indication absolue. Donc c'est quand même une nuance, parce que c'est vrai qu'elle a bon dos la vocation ne peut pas tout. On peut quand même répondre à cette question-là, est-ce que la vocation peut tout ? Non. C'est pas parce qu'on croit fort, on n'est pas dans Disney, c'est pas parce qu'on croit fort en ses rêves, etc., qu'on peut tout réaliser. C'est pas les rêves, c'est pas performatif. C'est pas parce que je dis que je peux faire ça que je peux le faire. Le dire ou le vouloir ne fait pas le pouvoir. Donc en réalité, le vouloir ou le dire ne sont que des boosters en fait. Ça peut booster un potentiel, même le plus restreint possible, mais ça ne peut pas remplacer ou briser une incapacité totale. Donc en tout cas, le frère de Vincent le retrouve, et il y a cette scène que j'adore, qui est extraordinaire en fait, où quand il le retrouve, il lui demande de le suivre pour l'arrêter, et il lui dit moi j'ai le droit d'être là, pas toi. Et là Vincent lui répond est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû faire pour en arriver là ?
Tu es allé aussi loin que tu le pouvais, Vincent, maintenant ça suffit, tu viens avec moi. Voilà, tu es allé aussi loin que tu le pouvais, maintenant c'est fini. Qu'est-ce que tu fais ici, Anton? C'est moi qui devrais te poser cette question. J'ai le droit d'être ici. Toi, non. On dirait presque que tu crois ce que tu dis. Je n'ai pas commis de meurtre. J'imagine ta déception. Tu as commis une fraude. Tu vas avoir des ennuis terribles, Vincent. Je peux te sortir de là. As-tu la moindre idée du mal que j'ai eu à y entrer? Tu es allé aussi loin que tu pouvais. Maintenant, viens avec moi. C'est un ordre. Il me reste quelques millions de kilomètres à parcourir. C'est terminé. Est-ce que pour toi, le seul moyen de réussir, c'est de me voir échouer? Je te dis... Oh non! Même toi, tu vas me dire ce que j'ai le droit ou ce que je n'ai pas le droit de faire? C'est fort, vraiment, je trouve, ce dialogue et cette idée. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû faire pour en arriver là? Écoute, tu es allé aussi loin que tu pouvais, aussi loin que possible, maintenant tu arrêtes, tu me suis. À quel moment on s'arrête? Et à quel moment, au contraire, on allait trop loin? Ce qui est une métaphore qui est pleinement illustrée, utilisée vraiment dans les séquences de nage des deux frères, justement. Aller le plus loin possible, aller de l'autre côté. Puisque dans les scènes de nage, bien justement, ils essaient d'aller le plus loin possible dans la mer. Ils vont le plus loin possible ensemble dans la mer. Et Vincent se surpasse pour aller le plus loin possible. Et il va tellement loin d'ailleurs qu'à un moment donné, dans leur scène de nage, il dit, son frère lui dit, on est allé trop loin, Vincent, il faut qu'on fasse machine arrière, parce qu'on va se noyer, il faut qu'on recule, il faut qu'on aille en arrière. Et Vincent lui dit, non, on est plus proche de l'autre côté. On est plus près de l'autre côté maintenant. Vous voyez, c'est très fort symboliquement. On est allé tellement loin, c'est tellement surpassé, que maintenant on est plus près de l'autre côté que du bord d'où on est parti. Donc en fait, il faut continuer. Et dans la scène de nage finale des deux frères, espèce comme ça d'ultime confrontation entre deux, où Vincent défie à nouveau son frère de nager ensemble, Vincent à nouveau se surpasse, Vincent à nouveau arrive à dépasser son frère et même doit le sauver à nouveau une deuxième fois de la noyade. Et c'est vrai que son frère lui pose cette question extraordinaire. Comment arrives-tu à faire ça, Vincent? Comment es-tu arrivé à faire tout ça? Il faut faire demi-tour. Non, c'est trop tard! On est plus près de l'autre côté! Quel autre côté? Tu veux qu'on se noie tous les deux? Tu veux savoir comment j'ai fait? Je vais te dire comment j'ai fait, Anton. J'ai jamais économisé mes forces pour le retour. J'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Moi, cette phrase, dès la première fois que j'ai vu le film, j'avais 15 ans, je crois, 15 ans, 16 ans. Le film est sorti en 97, moi je l'ai vu pour ma part en 2003-2004. Donc oui, j'avais 15-16 ans. Et oui, dès la première fois que j'ai vu ce film adolescent, cette phrase m'a marqué à vie. Et elle a résonné en moi sur la façon dont je voyais les choses et dont j'avais l'impression déjà de les avoir faites parfois. Et la façon dont je voulais continuer à les faire, et depuis elle m'accompagne toujours, et c'est toujours comme ça que je vois ma vie et les choses. Voilà, moi quand on me demande comment je fais, sur mon mode de vie, sur mes choix de vie, sur ma vocation, sur ma façon de travailler, etc., je dis toujours, je n'économise pas mes forces pour le retour. Et cette phrase, elle est extrêmement forte symboliquement, elle n'est d'ailleurs pas que symbole, elle a aussi une portée très concrète, on peut le dire ouvertement suicidaire, parce que quand même, c'est assez révélateur. Dans le contexte de la mer, là, de la nage, il dit qu'il n'économise pas ses forces pour le retour. Parce qu'il sait très bien, normalement, comme il le dit dans la première scène de nage, il sait très bien que chaque brasse de plus vers l'horizon, vers le large, est une brasse de plus qu'il faudra faire pour revenir en arrière, pour retourner sur la terre ferme. Or, lui, là, il atteint un stade où il n'économise pas ses forces pour le retour. C'est sa seule façon de gagner la course, en fait. S'il veut gagner la course contre son frère qui est mieux pourvu que lui, il ne doit pas économiser ses forces, et même il doit se surpasser, et il doit ne pas économiser ses forces pour le retour. En gros, c'est un voyage sans retour pour lui. Son frère, son défaut, c'est que lui, il anticipe le retour, il a peur de s'éloigner trop du large. Et donc, il se ménage. Vincent, il joue sa vie. Il joue le jeu à fond. Il prend un aller simple. Il n'y a pas de retour envisagé. Il est prêt à faire un aller simple. Et donc un aller simple vers la mort, en fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc on met tout sur la table, on fait tapis, parce que c'est la seule façon d'y arriver, et donc on met tout sur la table pour réaliser le rêve, pour réaliser l'objectif. Et donc on ne ménage pas ses forces,
on ne préserve pas sa survie. On met en jeu sa santé, ses tripes, sa vie elle-même, et donc on fait l'aller simple, hein, sans retour. On n'économise pas ses forces pour le retour. Et moi, c'est vrai que c'est toujours ce que je dis. C'est une phrase que j'ai prise à mon compte qui m'a toujours marqué. J'économise pas mes forces pour le retour. C'est un aller simple vers ce que je veux faire. Quitte à y laisser ma santé, quitte à y laisser ma peau, quitte à y laisser d'autres choses, quitte à y laisser d'autres rêves, ou alors moins importants, ou alors, je sais pas, voilà, d'autres domaines. C'est aller simple, sans économiser ses forces pour le retour, vers l'objectif, vers le rêve, vers la vocation. Tout est subordonné à cet objectif, à ce rêve, à cette vocation. Et voilà, donc je m'identifie complètement à cette phrase et je la trouve magnifique et je la trouve extrêmement inspirante, et c'est une des scènes les plus fortes que j'ai vues au cinéma. Vraiment, cette scène comme ça de la course, et ne jamais économiser ses forces pour le retour. Et c'est comme ça qu'il y arrive, Vincent. Elle fait sens dans ma vie, en fait, dans mon existence. J'ai plusieurs fois été amené carrément à la formuler, littéralement, à la citer, à la dire à des gens en guise de réponse, ou alors pour expliquer, pour justifier mes actes et pour les expliquer, que j'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Et moi, je sais par exemple que quand on m'a interrogé parfois, ou quand on a essayé comme ça de me mettre en garde, de m'alerter, on s'est inquiété de moi, on a voulu me dire que j'étais peut-être en train de foutre ma vie en l'air, que je faisais des mauvais choix, que j'étais pas prudent, que j'assurais pas mes arrières. Vous voyez, justement, assurer ses arrières, hein, que j'étais pas en train de me mettre à l'abri, ou d'être raisonnable, ou d'être sage. Que voilà, souvent on m'a demandé mais tu comptes faire comment pour l'avenir, tu comptes faire comment pour assurer tes vieux jours, tu comptes faire comment pour ta retraite, tu cotises pas, t'auras pas de retraite, t'auras rien, mais tu vas quand même pas rester avec un revenu minimum ou de survie toute ta vie, comment tu vas faire après, et comment tu vas faire pour tes projets, si tu as envie de construire, si tu as envie d'acheter, et comment tu vas faire si tu as des enfants, et comment tu vas faire quand tu vas vieillir, etc. etc. Et en fait, toutes ces questions-là, c'est des questions de gens normaux, entre guillemets, c'est des questions aussi de gens prudents, et c'est des questions de gens raisonnables et de gens qui ont d'autres projets de vie, en fait, et ont des projets plus ordinaires. Les gens qui gardent un œil attentif sur « Ah merde, ma retraite »,« Ah merde, mes vieux jours »,« Ah merde, si je veux accéder à la propriété »,« Ah merde, on sait jamais si je… Ah oui, mais il faut que je me mette à l'abri »,« Ah ouais, mais non, mais moi ça me fait peur, le grand vide, etc. » C'est des personnes qui sont bloquées, retenues, avant tout par leur peur de l'avenir, leur peur de la vie, leur peur du déclassement, leur peur de finir seul, ou de ne pas avoir de patrimoine plus tard, ou de ne pas assurer leur retraite, etc. Mais ils se projettent dans des choses. Vous voyez, ils se projettent dans le retour, justement. Je n'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Eux, ils économisent leurs forces pour le retour, parce qu'ils pensent au retour. Si métaphoriquement, on représente le retour comme en gros la vieillesse, le déclin de la vie, comme la retraite, comme les vieux jours, où ils veulent s'assurer qu'ils ont une propriété, qu'ils seront propriétaires, qu'ils auront un endroit à eux, donc se poursuivre dans une descendance, le fait d'avoir des économies, le fait d'avoir une assurance vie. Parfois on me dit mais t'as pas d'assurance vie, mais t'as pas d'épargne, mais tu te rends compte t'épargnes pas, mais t'as pas d'assurance vie, mais comment tu feras plus tard, etc. Et en fait ils se projettent dans un plus tard, qu'ils ne verront peut-être pas au passage, peut-être qu'ils vont crever avant, qu'ils seront malades, qu'il va leur arriver un accident, bref, eux-mêmes ils font des hypothèses sur un avenir qu'ils ne verront peut-être jamais, ils font des sacrifices, ils hypothèquent sur un avenir qu'ils ne verront peut-être jamais. Mais en tout cas, effectivement, ils économisent leur force pour le retour. Ils se retiennent de faire des choses sur un hypothétique futur qu'ils veulent préserver, et pour pas se précariser, pour pas se mettre dans une situation comme ça de fragilité ou de vulnérabilité, par rapport à ces vies. Et en fait, pour ma part, moi, c'est tout l'inverse. Je n'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Dès l'instant où j'ai su que le plus important pour moi dans ma vie, et ce qui faisait le véritable sens de ma vie, et son véritable intérêt pour moi, c'était de réaliser les œuvres que j'avais en tête, que je portais en moi, d'accoucher en quelque sorte de cela. Une fois que c'est fait, le reste ne m'intéresse entre guillemets pas. Et c'est ça qui est conditionné, tout est subordonné, conditionné à cela. Et donc, j'économise pas mes forces pour le retour. Tout ce qui m'empêche à l'instant présent de faire tout ça est un frein, est un obstacle que je dois éliminer et surmonter. Et le reste ne compte pas, tant pis si ça compromet l'avenir, etc. Parce que cet avenir ne m'intéresse même pas non plus. Et en fait, moi, dans ce cas-là, les gens, je leur réponds ça. Je dis, j'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Voilà comment je vais y arriver. Je vais y arriver parce que je n'économise pas mes forces pour le retour. Si j'économisais mes forces pour le retour, je serais raisonnable, je me trouverais un petit travail standard. Ça me prendrait des heures sur les heures que je pourrais passer à créer ce que je veux, à faire mon contenu, etc. et tout, à penser, à
à lire, à me cultiver, à écrire mes œuvres, etc. Ce serait du temps pris sur ça, ça le retarderait d'autant plus. Tout ça pourquoi? Pour assurer des vieux jours que je verrai peut-être jamais, qui de toute façon ne m'intéressent pas en fait. Donc c'est une démarche, je peux le dire, qui est ouvertement un peu suicidaire, hein, tout comme dans le film, hein, dans Gattaca, le personnage est clairement dans une démarche suicidaire, il sait qu'il va y laisser sa peau, qu'il n'a qu'un essai possible, et que cet essai sera celui qui lui mènera vers sa fin. Il ne spécule pas sur un avenir, sur un futur, sur une vieillesse, il sait qu'il ne fera pas du zoo, qu'il ne vieillira pas. Son échéance de vie, c'est son rêve. Une fois qu'il a réalisé son rêve ou sa vocation, le reste n'a aucune importance. Il n'est pas en train de rêver d'une retraite, être dans son fauteuil à regarder les jours passés, à dire voilà, je vis le plus vieux possible, et puis oui, j'ai de l'argent à l'abri, j'ai des économies, puis je suis proprio. Il s'en fout de ça. Son horizon de vie, c'est son rêve. Le reste, et voilà. Et donc tout est subordonné à ça. Et moi, en fait, du coup, c'est pareil. Ma mentalité par rapport à ma vocation, à ce que je veux faire de ma vie, c'est mes projets. C'est ma vocation, c'est mes projets, c'est ce que je fais. Et c'est ça, mon horizon de vie. Une fois que c'est fait, le reste, je m'en fous. Donc, la retraite, tout ça, la propriété, la descendance, les enfants, les mariages, ça et tout, ça n'a jamais été mon horizon de vie. Et combien de gens ont retardé, justement parce qu'ils voulaient assurer leurs arrières, ont retardé de faire des choses, ont mis trop de temps à les faire et sont morts avant, justement. Et si ils avaient mis toute leur énergie à fond d'un seul coup dessus, oui, l'avenir était incertain, mais le présent, lui, était certain. Et le présent, lui, était productif et efficace. Et des gens comme ça qui ont remis à leur retraite fantasmée, espérée, des projets, des choses à faire. Et le problème, c'est qu'ils s'étaient comptés sur le principe, quand même, c'était un pari assez fou, qui tomberait pas malade, qu'il n'y aurait pas d'accident, qu'il n'y aurait pas de problème. Et bien, ils sont morts avant. Ils n'ont jamais connu la retraite de leur rêve. Et ils se sont infligés plein de contraintes toute leur vie, en fantasmant, en rêvant sur un lointain futur incertain de retraite, où ils seraient proprio à la maison, ils feraient ce qu'ils voudraient. Mais déjà, qui leur disait qu'ils atteindraient cet âge-là, qu'ils n'ont pas atteint, et surtout qu'ils seraient en état, même en ayant atteint cet âge-là, de faire les choses, parce que par définition, ils seraient vieux, un peu fatigués, etc. Donc, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite, autant mettre le paquet sur le présent, et ne pas économiser ses forces pour le retour. On ne sait pas s'il y aura un retour. Et ce retour, en tout cas, si on veut se le garantir, est tellement cher payé, il demande tellement de concessions, de compromis, de devoir ronger son frein, de se retenir, de compromis envers le système, et de détours et de perte de temps, qu'en fait, c'est un coup à échouer, à ne pas pouvoir faire les choses. Donc on n'économise pas ses forces pour le retour, on met toutes ses forces dans la bataille, dans l'instant présent, et on fait le grand saut, on fait le saut dans le vide. C'est vrai que c'est un saut dans le vide, on fait le grand saut. Et quand Vincent, qui a pris l'identité de Jérôme en fait, Jérôme Moreau, mais Vincent, à la fin, eh bien, réalise son rêve et embarque pour la mission, il est sélectionné pour la mission pour aller dans l'espace, et donc qu'il fait les derniers tests ultimes pour embarquer à bord, et qu'il se retrouve dans le vaisseau, dans la fusée qui décolle, et ça y est, enfin c'est à son tour de partir dans l'espace, eh bien on retrouve cette idée de voyage sans retour, parce qu'on se doute que c'est un voyage très long. Il part sur les lunes de Saturne, je crois, un truc comme ça, dans le film, et donc c'est très loin, et au fond il sait très bien qu'il ne reviendra jamais, que sans doute sa santé va le trahir à un moment donné, et que c'est un voyage sans retour. Il n'a pas économisé ses forces pour le retour, c'est un aller simple vers l'espace. Voilà, un très très beau film avec une très belle fin. Même Jérôme Moreau, Jude Law, a une fin superbe, où voilà, ils se remercient mutuellement. Vincent forcément remercie Jérôme, merci de m'avoir aidé, merci pour tout. Et là, Jérôme, Jude Law lui fait cette phrase magnifique, cette réponse magnifique. Non, j'ai eu la meilleure part dans l'histoire. Je t'ai juste prêté mon corps. Toi, tu m'as prêté ton rêve. Et vous voyez, c'est intéressant. Jude Law, qui avait les compétences, mais pas vraiment de but dans la vie, lui, il a juste prêté un corps, effectivement. C'est juste un patrimoine génétique. Mais grâce à son amitié, à sa relation avec Vincent, il a pu avoir un rêve dans lequel il a pu lui-même se projeter et trouver une raison de vivre. Donc en fait, Vincent a offert une raison de vivre à un homme qui avait tout pour être heureux, tout. Mais il n'y a pas de gêne pour le destin, lui, il n'avait pas de destin. Il n'avait pas d'envie particulière. Donc voilà, donc c'est très très beau, y compris le coup de la médaille à la fin, etc., dans l'incinérateur et tout, donc voilà. Magnifique film, bienvenue à Gattaca. Gattaca, je vous le recommande, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne le connaissez pas. Et toujours plaisant à revoir. Et donc, qui pose cette question, peut-on réussir dans la vie sans talent, avec une vocation et sans talent, et donc avec la seule force de sa volonté, de son travail, le travail aussi peut compenser l'absence de talent, si on travaille, si on s'entraîne, donc par la vocation. Voilà, donc c'est un dilemme qui est souvent posé au passage, parce que souvent en fait on oppose effectivement les gens qui ont un talent inné, qui ont un don, mais qui ne travaillent pas, qui sont un peu paresseux, qui ne font pas l'effort de travailler. Et en fait on les oppose
à ceux qui peut-être ont moins de compétences de base, ont moins de talent à la base, mais qui travaillent beaucoup, qui vraiment s'entraînent intensément, qui font l'effort. Et c'est vrai que ça, par contre, les faits le montrent généralement. Entre quelqu'un qui a un don, un talent, mais qui ne travaille pas assez, qui manque de discipline, de détermination, et quelqu'un en revanche qui peut-être a des lacunes à la base, mais qui va travailler dur, et qui va faire l'effort de les compenser, etc., c'est un peu l'effet lièvre et la tortue. Le lièvre, effectivement, est prédisposé, mais il ne fait pas d'effort, il va perdre. La tortue, peut-être, part avec un handicap, mais elle est déterminée et elle travaille. Et en faisant l'effort, le travail régulièrement, elle arrive au bout du chemin. Donc bon, finalement, si on va par là, même dans le monde des artistes, entre l'artiste qui a un talent inouï, mais qui ne fait pas l'effort de travailler, voire qui n'en a pas envie, et la personne qui peut-être n'a pas un don particulier, n'est pas hyper talentueuse, mais qui travaille régulièrement, qui se met à la tâche tous les jours, eh bien, celle qui finira son bouquin, c'est celle qui travaille tous les jours. Ça, c'est un fait. Alors après, si le bouquin va être aussi génial ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, le travail, mine de rien, quand même, en effet, compense bien des choses. Et le travail, le talent, de toute façon, hein, les compétences n'excluent pas le travail. Il y a toujours besoin de travail quand même. Sur une base de compétences, de dons, il faut quand même toujours travailler. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup plus travailler, évidemment, quand on n'a pas spécialement de prédisposition à la base. Il faut compenser ses lacunes. Mais c'est ça qui, au final, s'avère être le plus important et qui va vraiment jouer. Alors j'en viens donc au deuxième film que je voulais évoquer. Dans le cas inverse, hein, vraiment la symétrie inversée du cas Gattaca, qui est donc Will Hunting, du personnage éponyme du film, un personnage principal, interprété par Matt Damon, qui est en fait un surdoué des mathématiques, un petit génie des sciences, un petit génie en général, hein, qui a beaucoup de talent en général intellectuel, de lecture et tout, mais essentiellement un génie des maths. Et donc oui, le cas de Will Hunting est très intéressant. Donc film de Gus Van Sant, hein, 1998. Hein, donc Matt Damon interprète Will Hunting, le personnage éponyme, je viens de le dire. Robin Williams interprète Sean, qui est le psychologue, qui va être le psy, qui va suivre Will. Stellan Skarsgård joue Gerald Lambeau, qui est le professeur de mathématiques qui va essayer de faire de Will son disciple. Et puis Minnie Driver joue la petite amie de Will. Et puis Ben Affleck et Casey Affleck jouent les meilleurs amis. C'est un film qui a été coécrit par Matt Damon et Ben Affleck, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je crois qu'ils ont reçu l'Oscar du meilleur scénario, ce qui était mérité. C'est quand même incroyable quand même. Hein. Le jeune, et puis ils sont très jeunes, hein. Les jeunes les jeunes Matt Damon et Ben Affleck, deux meilleurs amis qui écrivent ce film brillant, réalisé par Gus Van Sant. Oui, et donc voilà, donc Will Hunting, le pitch, c'est que donc ce petit génie qui est Will Hunting, autodidacte des maths, en fait, est un garçon des quartiers pauvres de Boston qui a eu une enfance très difficile, très malheureuse, maltraité, battu, abandonné, donc orphelin. C'est un garçon pauvre, hein, il vit dans les quartiers très pauvres, il vit de petits boulots minables. Il vivote quoi, avec une bande de copains, une bande de potes, hein, c'est un banlieusard, hein, il passe son temps à glander dans les rues en dehors du travail, en bagnole, aller dans les bars, se bourrer la gueule, à se battre, etc. Donc voilà, c'est une petite frappe, a priori tout l'éloigne, tout l'oppose du monde intellectuel, universitaire, etc. Et on ne soupçonnerait pas, a priori comme ça, que c'est un garçon brillant, intelligent, surdoué. Évidemment, les préjugés qu'on a font qu'on s'imagine que c'est forcément un imbécile pour se comporter comme ça, quelqu'un qui picole tout le temps, qui se bat, qui zone avec des copains, et qui ne fait que des métiers, des jobs alimentaires, etc. On s'imagine quelqu'un qui est pas très brillant, qui n'a rien de particulier. Et c'est justement en fait suite à une altercation qu'il a très grave en ville, à frapper des gens, qu'il se fait arrêter, et que du coup son agent de probation lui dit en gros c'est la prison, ou alors une thérapie avec un psy et un programme d'insertion dans le milieu du travail, quoi, etc. Donc Will reçoit en fait la visite du professeur de mathématiques joué par Stellan Skarsgård, qui est Gerald Lambeau à Harvard, parce que Will, qui est homme de ménage à l'université d'Harvard, hein, il est juste homme de ménage, hein, voilà, il n'a pas un métier spécialement, il est hyper doué, mais voilà, a vu sur le tableau de l'université un problème de mathématiques soumis par le professeur qui est jugé impossible à résoudre, sauf par un petit génie, sauf par le talent de l'année. Et Will l'a résolu très facilement dans la nuit.
Et donc le professeur de maths a réussi à identifier le garçon qui a résolu ce problème-là. Il le retrouve donc en prison, c'est Will. Et donc le professeur de mathématiques négocie avec la justice le fait de sortir ce garçon, s'il le souhaite, de prison, et de le prendre sous son aile, en gros, de l'aider à s'insérer professionnellement. S'il fait ce qu'il lui dit, il est sous sa responsabilité, eh bien, voilà, il évitera la prison. Donc Will accepte le deal parce que tant qu'à faire, éviter la prison, voilà. Et donc il doit suivre ce professeur de maths, il devient son responsable de lui, son tuteur, son maître, et souhaite forcément en faire son petit disciple parce que il ne peut que constater le génie de ce garçon. Ce garçon qui est un petit con. Will Hunting est un petit con, insolent, arrogant, indiscipliné, etc., violent. Mais le fait est qu'il est prodigieux et que ça fascine le professeur de maths et qu'il aimerait bien en faire son disciple, son bras droit. Mais la condition aussi, c'est que Will voit un psy. Et le professeur de mathématiques, Gérald Lambeau, Stellan Skarsgård, connaît un psy qui a été son camarade de fac, qui est joué par Robin Williams, Sean. Et donc il le retrouve et lui demande de s'occuper de Will, qui a découragé tous les psys. Will a fait péter les plombs à tous les psys parce qu'il est insupportable. Tous les psys ont rendu leur tablier, ont jeté l'éponge. Et donc Sean s'y colle. Et donc Robin Williams, bien sûr, voilà, avec cette scène d'anthologie sur le banc, sur le banc du campus, cette scène de dialogue que j'ai très souvent citée dans mes podcasts parce que c'est une de mes préférées, une des plus inspirantes et pleine de belles leçons de vie. Voilà, il y a cette fameuse scène, le pacte un petit peu entre le psy et le patient, qui accepte enfin de baisser un peu sa garde, d'accepter l'aide de Sean, le dialogue avec lui, la thérapie, et voilà, parce qu'il sent qu'une main lui est tendue et que Sean se fait respecter déjà, mais aussi veut chercher à le connaître, à le comprendre, à l'écouter, à vraiment créer un dialogue avec lui. Et donc voilà, le film se place sur 3 relations principales, même voire 4, qu'a Will, celle avec son meilleur ami d'enfance, qui traîne, il zone tout le temps, Ben Affleck, celle avec le professeur de mathématiques, qui veut en faire son disciple, sa petite chose, son petit assistant, parce qu'il est fasciné par son talent. Donc ça, c'est Stellan Skarsgård, Gérald Lambeau. Celle avec le psy, Robin Williams, qui lui ne demande qu'à l'écouter, qu'à l'aider, qu'à le comprendre, et qui veut l'aider à trouver sa voie et à découvrir qui il est et ce qu'il veut faire, voyez, ce qu'il veut faire, quelle est sa vocation. Et puis l'intrigue avec sa petite amie, jouée par Minnie Driver, voilà, cette fille dont il fait la connaissance et dont il tombe amoureux, et avec qui il a cette relation, il a du mal un peu à se laisser aller, à faire confiance, à s'abandonner, et en même temps, voilà, dont il est très épris. Donc voilà, c'est un petit peu les 4 points cardinaux du scénario, des gens qui gravitent autour de Will et qui vont l'influencer ou l'aider. Et c'est vrai que, déjà, le film, évidemment, met en scène le don de Will. Donc on l'a vu dans la résolution du problème mathématique, qui le fait remarquer du professeur, déjà, cette scène fameuse. Mais aussi, du coup, la façon dont son don est perçu par les autres. Forcément, un don, le talent fascine. Le talent fait envie. Déjà pour soi-même, les gens désirent avoir un talent, espèrent avoir un talent. Le talent est désiré pour autrui, par autrui. Ça, c'est le cas par exemple des parents. Les parents espèrent toujours que leur enfant aura un talent, sera doué, surdoué, etc. C'est un délire de parents, ça. Et puis le talent fait envie, suscite éventuellement de la jalousie. Parce que forcément, les gens autour voudraient avoir ce talent, voudraient avoir du talent, mais voudraient éventuellement avoir ce talent-là. Et ça, c'est le cas entre autres des gens qui, dans un même secteur, constatent que quelqu'un est plus doué qu'eux sans effort, ou avec moins d'effort. C'est ça le talent. C'est pouvoir être capable des mêmes choses que d'autres, mais avec moins de travail, on est prédisposé. On a des prédispositions, on a des facilités, ce qu'on appelle des facilités. Et Will Hunting a d'énormes facilités. Il a un don. Et ça a le don à la fois de fasciner, d'inspirer l'admiration, le respect, mais aussi d'exaspérer et de rendre jaloux 2 personnes de son entourage, qui sont d'abord sa petite copine, parce que sa petite copine est une fille très bûcheuse, c'est une fille qui paie ses études, c'est une fille qui, clairement, une étudiante normale en fait, qui a besoin de travailler pour réussir à réaliser les choses que Will Hunting n'a pas besoin de travailler pour faire. Voilà, donc du coup, on voit qu'il y a un mélange chez elle d'envie, de fascination et de jalousie vis-à-vis de ce garçon qui arrive à faire sans trop de difficultés ce qu'elle peine à faire pendant des heures, d'apprendre la chimie organique, la biochimie, la médecine, etc. Donc ça donne lieu en fait à ces dialogues-là, comme ça, autour du don de Will. Tu veux un peu d'aide? Non.
Tu me montres un peu ce que tu as fait et Non. on va au baseball. Écoute, c'est très important que j'apprenne ça. C'est vraiment important. D'accord? Pour moi, tu vois? D'accord. Bah, on n'a qu'à passer toute la journée ici. Ouais, pourquoi pas. Écoutez, monsieur Œil de Fouine. Puisqu'il est évident que vous voulez me faire chier, laissez-moi vous poser une question. J'écoute. Est-ce que vous avez une mémoire photographique? J'en sais rien, c'est juste que je me rappelle, tu vois. Je veux dire, comment tu te rappelles ton téléphone? Tu te le rappelles, c'est tout? Tu as fait de la chimie organique? Ouais, un peu. Oh, pour le plaisir. Ouais, pour me marrer. Ouais, c'est tellement marrant, la chimie organique. Mais tu es malade. J'ai jamais rencontré un dingue pareil. Y a personne qui étudie ça par plaisir, ça n'a rien d'une nécessité, pour quelqu'un comme toi, surtout. Quelqu'un comme moi? Oui, pour quelqu'un qui partage son temps à peu près également entre le baseball et les bars. Je vois pas en quoi ce serait une nécessité. Ah, Tu sais, il y a des gens très intelligents ici à Harvard. Et même eux doivent étudier parce que c'est très dur. Et toi, tu fais ça avec tant de facilité que j'arrive pas à comprendre comment tu fonctionnes. tu joues du piano. Il faut qu'on parle de ça pour que je puisse... Justement, j'essaie de t'expliquer. Est-ce que tu joues du piano? Oui, un peu. Bon, alors, quand tu regardes un piano, tu vois Mozart. Je vois au clair de la lune. Bon, bah, Beethoven, ok? Il regardait le piano et ça avait un sens pour lui. Il jouait du piano. Quoi, tu veux dire que tu joues du piano? Non, non, pas une note. Moi, je regarde un piano et je vois un tas de touches, 3 pédales et une boîte en bois. Mais Beethoven, Mozart, ils avaient qu'à le voir et ils jouaient. Je sais pas peindre un tableau, j'arrive pas à frapper une balle correctement et je joue pas du piano. Mais tu peux faire mon devoir de chimie en 1 heure. Oui, mais pour moi, ce problème, c'est facile, je suis à l'aise, c'est mon piano à moi. J'ai pas de meilleure explication. Et donc, on voit dans cette scène que Will fait justement un parallèle, une comparaison avec l'art artistique, avec la musique. Il compare en fait ses facilités en sciences avec les facilités de Mozart et de Beethoven avec la musique, avec le piano, avec les instruments du piano. C'est une comparaison basique, mais qui est efficace, parce qu'on se représente très bien du coup qu'en fait, pour lui, il y a une espèce d'évidence, il y a une espèce de facilité. Il ne se l'explique pas en fait, il n'y a pas d'explication vraiment, c'est juste comme ça. C'est son domaine. Et il explique très bien d'ailleurs que son talent n'est pas universel, que son talent ne touche pas tous les domaines. Que lui, comme il le dit très bien, il ne sait pas dessiner, il ne sait pas faire d'autres trucs comme ça. Lui, son truc, c'est le calcul, les sciences, voilà, tout ça. Il y a une autre scène un peu plus cruelle où il s'agit du talent, du don de Will. C'est celle qui l'oppose en fait à son maître, à Gérald Lambeau, Stellan Skarsgård, qui s'exaspère de voir que Will, malgré son talent, malgré son don, ne veut rien en faire, ne fait pas d'efforts, ne travaille pas et ne s'y intéresse pas en fait, veut même jeter l'éponge, ne pas faire ça. Et ça, c'est absolument inaudible pour le mathématicien. Il ne comprend pas, en fait, il n'arrive pas à se représenter ce qu'on disait avant, que le talent ne puisse pas s'aligner à la vocation, que les deux ne puissent pas coïncider. Il ne comprend pas, il trouve ça aberrant, limite une hérésie. Comment on peut avoir un don, un tel talent pour quelque chose et ne pas avoir envie de le faire instinctivement comme on ne peut pas en avoir la vocation. Ça rend fou le professeur de maths. Mais ça le rend fou même sur un plan quasiment altruiste. C'est-à-dire que à ce stade-là, ça ne l'intéresse même plus de savoir si Will a vraiment la vocation, a vraiment envie de faire cette chose-là. Pour lui, il y va de son devoir. C'est de son devoir de faire ça parce que quand on a un tel don, on se doit de l'exploiter et d'en faire profiter les autres. Vous voyez, le prof a complètement dépassé l'idée d'intérêt personnel, de plaisir personnel. Ça n'intéresse même plus de savoir si Will aime vraiment faire ce qu'il fait, mais comme il sait le faire, il doit le faire. Vous voyez, c'est plus comme je sais le faire, je vais forcément aimer le faire. Bon, il n'aime pas le faire, d'accord. Et comme il sait le faire, il doit le faire. Et bon, effectivement, le professeur en plus se place dans des disciplines où on peut faire progresser l'humanité. C'est pas en plus juste des trucs comme ça. Il y a vraiment une vraie notion de progrès d'humanité. Donc, est-ce qu'on peut priver l'humanité d'un don quand on en a un, juste parce qu'on n'a pas la vocation? C'est là, les questions de film commencent à se mettre en place. Mais, et du coup, en fait, voir que Will a ce don qu'en plus lui-même, ce professeur n'a pas, lui-même, comme la petite amie, se rend compte que pour faire les mêmes choses que Will,
il a besoin de 10 fois plus de travail et que même, malgré les 10 fois plus de travail, il n'y arrive même pas, qu'en fait, il découvre qu'il n'est pas si doué que ça, qu'en fait, il a trouvé plus fort que lui, bien meilleur que lui, en fait, n'est pas si bon. Et alors qu'il a trouvé meilleur que lui, il n'a même pas la consolation de voir que cette personne plus douée que lui aime faire ça, et va le faire, et va même l'accompagner là-dedans, et au contraire, en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et donc lui, en fait, il voit tout ce potentiel gâché. Et c'est pour ça que du coup, il dit à Will, hein, cette fameuse phrase de dépit, j'aimerais ne pas te connaître, quoi. J'aurais aimé ne jamais te connaître, Will. Parce que si je te connaissais pas, je n'aurais pas à vivre avec l'idée qu'il existe quelqu'un comme toi, déjà qui est plus doué que moi. Déjà, le gars, il a pris un coup moral parce qu'il a découvert que quelqu'un était plus doué que lui, il se prenait pour un génie. En fait, il ne l'est pas. Donc déjà, il a pris un coup à l'ego. Mais en plus, je dois vivre avec l'idée que ce génie qui existe, qui est meilleur que moi, en a rien à foutre et va tout gâcher ça. Et donc le gars, ça le hante et ça l'empêche de dormir, etc. Peut-être que j'ai pas envie de passer le reste de ma putain de vie à essayer d'expliquer des trucs aux autres. Tu pourrais au moins me témoigner un peu de gratitude. Quoi, un peu de gratitude? Vous savez comme c'est facile pour moi. Vous avez pas la moindre idée comme ces conneries sont faciles pour moi. Et je voudrais que ce le soit pour vous, je vous assure. Parce que je resterai pas le cul posé ici à vous regarder tâtonner et à finalement merder. Et ça te laisserait plus de temps pour aller traîner et te saouler la gueule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi je perds mon temps ici. Ouais, tu as raison, Will. Je ne sais pas démontrer ce théorème. Et toi, tu sais, pourtant il est probable que dans ce domaine, bon, il doit y avoir qu'une poignée de gens au monde qui puissent faire la différence entre toi et moi. Mais je suis de ceux-là. Tu regrettes? Oui, moi aussi. Je pense souvent que je voudrais ne pas t'avoir connu. Parce qu'alors je pourrais dormir la nuit. Et j'aurais pas à me trimballer avec la certitude qu'il existe quelqu'un comme toi dans le monde. Et j'aurais pas à te regarder foutre tout ça en l'air. C'est intéressant en fait, hein, parce que voilà, c'est vraiment un film qui pose la question de la responsabilité du don. Vous savez, hein, il y a la fameuse phrase hein, dans Spider-Man, hein, fameuse, hein, voilà, de l'oncle Ben, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Finalement, on n'est pas loin de ça. Là, c'est pas du pouvoir du super-héros, mais quasiment. Will est un génie, a des dons en mathématiques dont il pourrait faire bénéficier l'humanité, le monde, hein, parce que là, on est dans la notion de progrès, tout ça. Or, c'est pas sa vocation, il en a rien à foutre, donc il va peut-être laisser ce talent inexploité. Et donc, la question c'est, est-ce que Will a une responsabilité par rapport à son talent? En gros, est-ce qu'il a une forme de devoir moral de faire quelque chose que même il n'a pas envie de faire, mais comme il sait le faire, il n'a pas le droit d'en priver l'humanité de cette compétence parce qu'il peut aider les gens. Et du coup, peu importe sa vocation, s'il a le talent, il doit le faire. Est-ce que notre talent nous engage? Est-ce que notre talent nous donne une responsabilité? C'est une vraie question. Et donc, c'est une question dont débattent en plus hein, très âprement les deux personnages, les deux amis de jeunesse que sont Gérald et Sean, Robin Williams et Stellan Skarsgård, qui ont des engueulades hein, à deux reprises dans le film sur le cas de Will. Hein, ils se disputent sur le cas de Will parce que ils ont deux avis différents. Gérald met la pression à Sean et lui dit alors qu'est-ce que tu fais avec Will? Il faut à tout prix que tu accélères avec lui, il faut à tout prix qu'il découvre ce qu'il veut faire et qu'il le fasse et que du coup il prenne un métier et qu'il se mette très vite au service de l'humanité, etc., qu'il mette son don en pratique et tout. Il faut que tu le pousses en fait vers ce que je veux faire. Et donc Sean, lui, ne l'entend pas comme ça, n'est pas d'accord et dit non, moi je m'en fous de son don à Will. Moi je veux apprendre à le connaître, savoir qui il est et je veux que lui découvre qui il est, qu'il apprenne à se connaître et surtout qu'il sache ce qu'il veut. Tu voulais me parler de Will? Ben, ça a l'air d'aller pas mal. Oui, je trouve. Tu lui as déjà parlé de son avenir? Non, on n'en est pas encore arrivé là. On se cogne toujours le passé. Il serait peut-être temps de t'y mettre. On n'arrête pas de me téléphoner pour lui proposer des emplois. Quel genre? Genre maths de pointe, recherche avancée, des domaines où l'intelligence de Will aurait de quoi s'exercer. C'était pas tant qu'on lui fasse ses œuvres, mais je ne crois pas qu'il soit prêt pour ça. Je ne suis pas sûr que tu comprennes, Sean. Il ne s'agit pas de moi, Sean. Je ne suis rien comparé à ce garçon, moi. En 1905, il y avait des centaines de professeurs célèbres pour leurs études sur l'univers, et pourtant c'est un garçon de 26 ans, un petit employé, pour qui la physique était un passe-temps qui a changé le monde. Imagine un peu qu'Einstein ait préféré aller se saouler la gueule avec ses copains à Vienne tous les jours. Nous aurions eu tous à y perdre. Tim ne saurait pas qui c'est. Plutôt dramatique, Jerry.
Non, Sean. Ce petit a un don, justement. Il manque encore d'orientation, mais à nous de lui indiquer le cap. Il a beaucoup à offrir au monde et nous devons l'aider à le faire. L'orientation est une chose, la manipulation en est une autre. Sean. Écoute, tu dois le laisser trouver Sean, sa je ne passe pas mes soirées à la maison à tortiller ma moustache et à ourdir des plans pour détruire la vie de ce garçon. J'ai commencé à faire des maths avancées quand j'avais 18 ans. Et il m'a fallu plus de 20 années encore pour mériter la médaille de Fields. Mais peut-être qu'il ne veut pas ce que toi, tu veux. Il y a autre chose dans la vie qu'une foutue médaille de Fields. C'est trop important, Sean. Et ça dépasse nos petites rivalités. Non, attends, Jerry. Parlons un peu du petit. Pourquoi ne pas lui laisser un peu de temps pour décider ce que lui veut? Voilà une formidable théorie, Sean. Elle a fait merveille pour toi. Hein? Oui, espèce d'arrogant enfoiré de merde. Je regrette. Je regrette d'être venu aujourd'hui. J'étais venu ici par courtoisie et je voulais que tu restes dans le circuit. Non, c'est très gentil de ta part. C'est un désastre, Sean. Je t'ai fait venir pour que tu m'aides à sauver ce garçon, pas pour que tu le fasses fuir. Je sais ce que je fais avec ce garçon, Jerry. Je ne veux pas connaître tes rapports avec lui. Ça m'est égal que vous vous fendiez la gueule à mes dépens, mais je t'interdis de saper ce que j'ai entrepris avec lui. De saper. Ce garçon traverse une période très Mais critique. je Il est comprends, c'est fragile. une période critique, il est fragile, il a des problèmes. Quel problème, à ton avis, Sean? De savoir s'il préfère être balayeur ou finir ses jours en tôle, ou bien continuer à traîner avec une bande de gorilles attardés? Pourquoi crois-tu qu'il fasse ça, Jerry? Est-ce que tu en as la moindre idée? Il sait gérer ses problèmes, il sait gérer son travail, et il sait très bien te manipuler. Jerry, écoute-moi, écoute. Pourquoi il se cache? Pourquoi il fait confiance à personne? Parce que la première chose qui lui soit arrivée, c'est d'être abandonné précisément par ceux qui auraient dû l'aimer le Oh, plus. je t'en prie, ne me fais pas chier avec Freud. Écoute, Jerry, pourquoi il traîne avec toute cette bande de gorilles attardés, comme tu dis? Parce qu'il peut compter sur n'importe lequel pour te filer un coup de batte sur la tête, tu vois? Question de loyauté. Ouais, c'est très Et il touchant. manipule personne. Il repousse simplement les gens avant qu'ils aient l'occasion de laisser tomber. C'est un mécanisme de défense, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'il est solitaire depuis 20 ans. Et si tu le repousses maintenant, alors il va en revenir au point de départ et je ferai tout pour que ça ne lui arrive pas. Ne fais pas ça, Sean. Quoi, Jerry? Non, ne fais pas ça. Ne lui file surtout pas l'idée que c'était pas grave de renoncer, que c'était pas grave d'être un raté. Parce que c'est grave. Et si tu m'en veux d'avoir réussi et d'être ce que tu n'as pas pu être... Je ne t'en veux de rien, Jerry. Oh, si, tu m'en veux, Sean. Oui, je le sais très bien. Mais je ne vais pas te faire d'excuses pour quelques succès que j'ai pu connaître. Tu m'en veux de faire ce que tu aurais pu faire. Mais pose-toi la question. Demande-toi si tu veux que Will réagisse comme toi. Si tu veux qu'il se considère comme un raté. Ah, tu n'es qu'un con arrogant. C'est pour ça que je ne viens jamais à vos réunions. Parce que je ne peux pas supporter ton regard. Ce regard à la fois condescendant et embarrassé. Oh, je t'en prie. Tu me prends pour un raté, hein? Je sais ce que je suis. Et je suis fier de ce que je fais. J'ai choisi en toute conscience. J'ai rien bousillé, moi. Et toi et tes copains, vous me prenez pour un pauvre minable. Toi et tes lèche-cul d'élèves qui te suivent en scandant la médaille de Fields, la médaille de Fields. Mais pourquoi t'as encore si peur d'être un putain de raté? Tu m'envies ma médaille, c'est ça. Oh, je rentre chez moi et je te la rapporte. Tu sais ce que je pense? Je vais te dire, Jerry, ta sale médaille, tu peux te la foutre au cul, d'accord? Parce que j'en ai rien à foutre de ta médaille. Parce que je te connaissais avant que tu sois le mathématicien Dieu, quand t'étais boutonneux et géniard, et que tu savais pas de quel côté du pieu pisser. Oui, tu étais plus malin que moi à l'époque et tu es plus malin que moi maintenant. Alors ne me reproche pas d'avoir raté ta vie, ce n'est pas ma Je te faute. reproche rien. Il s'agit pas de toi, espèce de con de matheux. Il s'agit du petit. Il est bien, ce garçon. Et je te laisserai pas le bousiller, ce môme, comme tu essaies de me bousiller moi en ce moment. Je te laisserai pas lui donner l'impression qu'il est un raté. Il ne va pas être un raté. Et si tu le pousses comme ça, Jerry, si tu continues à le... Je suis ce que je suis parce qu'on m'y a poussé et parce que j'ai appris à me pousser moi-même. Il n'est pas toi, tu comprends? Question qu'on avait explorée au Salon 111, un des premiers sujets qu'on a traité et qui nous tenait tant à cœur et qui est sans doute un des sujets les plus fondamentaux. Savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Pas ce que tu sais faire, etc. Pas ce que les autres voudraient que tu fasses. Qu'est-ce que tu veux toi? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Après, tu verras si tu sais le faire ou pas, si tu peux le faire ou pas. Mais déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire? On voit bien ce que tu sais faire, mais le problème c'est que tu n'as pas spécialement envie de le faire. Donc tu ne seras pas heureux. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est la question voilà, que Sean pose à Will en personne dans le film, dans une des scènes principales. Will revient d'un entretien à la NSA où il a expliqué voilà, un petit peu par anticipation ce que serait sans doute sa carrière là-bas, dans une magnifique monologue d'anthologie. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent
Envoyer les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Et donc il explique ce qu'il ne veut pas faire. Ça, on voit bien qu'il y a plein de choses que Will ne veut pas faire. Et pourquoi il ne veut pas les faire. Mais ce qui intrigue Sean, c'est, attends, tu me parles des choses que tu ne veux pas faire, et pourquoi? Très bien, tu leur parles très bien, mais ça ne dit pas tout ça ce que tu veux faire. Tu veux faire quoi? Est-ce que tu te sens seul, Will? Quoi? Est-ce que tu as une âme sœur? Qu'est-ce que j'ai? Définissez le mot. Quelqu'un qui te pousse à agir? Ah, j'ai Chucky. Non, Chucky, c'est la famille. Il se coucherait sous une voiture pour toi. Non, je parle de quelqu'un qui t'ouvre des perspectives, qui touche ton âme. Ben, il y a... Qui? Il y a plein de gens. Cite-les-moi. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Locke. Super, que des morts. Ils sont pas morts pour moi. Non, mais tu as du mal à dialoguer avec eux. Tu peux pas les ramener, Will? Non, il me faudrait des selles puissants et un gros radiateur. Oui, c'est ce que je veux dire. Tu ne pourras jamais avoir ce genre de rapport dans un monde où tu as toujours peur de faire le premier pas, parce que tu ne vois que l'aspect négatif des choses, quoi que tu regardes. Vous allez vous mettre du côté du prof? Non, pas avec moi, ce genre de conneries. Et moi, je voulais pas de ce job. Mais il ne s'agit pas du job. Je me fiche que tu bosses ou pas pour le gouvernement, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es limité par rien. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu souhaites? Je veux dire, il y a des mecs qui passent leur vie à poser des briques pour que leur gosse ait une chance de trouver un jour ce que tu trouves ici. J'ai pas demandé ça. Non. T'es venu au monde avec, alors t'abrites pas derrière « j'ai pas demandé ça ». Mais comment ça, m'abriter? Je veux dire, il y a pas de honte à poser des briques. Non, bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a de mal à bâtir une maison pour quelqu'un. Écoute, mon père posait des briques. Tu vois? Il s'est cassé le cul pour que je puisse avoir de l'instruction. Exactement, c'est une profession honorable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à réparer la bagnole d'un mec qui demain pourra aller bosser grâce à moi? C'est très honorable. Oui, c'est vrai, Will, c'est honorable, comme il est honorable que tu voyages 40 minutes dans un train pour que les étudiants arrivent le matin et trouvent leur plancher propre et leur poubelle vidée. C'est du vrai travail. Absolument. Du travail honorable. Je suis sûr que tu as voulu faire ce travail pour l'honneur, justement. Laisse-moi te poser une question. Tu aurais pu faire ce travail n'importe où. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le plus prestigieux collège d'enseignement technique du monde? Et pourquoi venir en douce, la nuit, et résoudre des problèmes que seules une ou deux personnes dans le monde peuvent résoudre et nier l'avoir fait? Moi, je ne vois là rien de très honorable. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce que je veux, c'est être berger. Ah oui. Je vais m'installer à Nashwood, me trouver un bout de terrain, quelques moutons et les élever. Peut-être que tu devrais aller au lit. Quoi? Écoute, si tu veux te masturber, va le faire chez toi avec une serviette humide. Vous me foutez dehors? Ouais, allez, fous-moi Eh le non, camp. non, la séance n'est pas finie. Si, c'est Je fini. m'en irai pas, non. Écoute, si tu veux pas répondre à mes questions, je perds mon temps avec toi. Mais je croyais qu'on était copains, qu'est-ce que vous... La récréation est finie. Pourquoi vous me foutez dehors? Sean, je comprends pas, enfin je veux dire, vous me faites un cours à moi sur la vie, et regardez-vous, espèce de vieux paumé. Qu'est-ce qui vous motive? Travailler avec toi. Où elle est, votre âme sœur? Vous voulez parler d'âme sœur, où elle est, la vôtre? Morte. Ah oui, elle est morte. Oui, elle meurt, putain de merde. Et vous jetez les cartes et vous abandonnez la partie? Oui, mais au moins j'ai joué une partie. Ah oui, vous avez joué une putain de partie et vous l'avez perdue. Mais il y a des gens qui vont perdre aussi une partie comme celle-là et qui auront le cran de remiser. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi et tes réponses à la con. Tu as toujours une réponse à la con pour tout le monde. Moi, je te pose une très simple question et t'es pas foutu de me donner une réponse simple.
parce que tu ne sais pas. Bon, salut, pauvre type. Va te faire foutre. Je t'emmerde. Allez, va jouer les bergers. Berger. Putain d'enfoiré. Will en fait ne sait pas du tout quoi dire, il ne sait pas quoi répondre. Will ne sait pas quoi faire. Will n'a pas la réponse à cette question simple, comme le dit Shaun, hein. Toi tes réponses à la con, t'as toujours des réponses à la con pour tout n'importe quoi, et là je te pose une question simple, t'es pas foutu de donner une réponse simple. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Will ne sait pas ce qu'il veut faire. Et c'est bien le principal problème. Il peut avoir tous les dons, les talents qu'il veut, il veut faire quoi au juste? C'est quoi sa vocation? Et c'est tout ce qui intéresse Shaun. Shaun, c'est tout ce qui l'intéresse depuis le départ. Shaun ne pense pas, contrairement à Gérald, que le talent de Will l'engage à quoi que ce soit. Shaun ne pense pas que le talent vaut vocation, que le talent oblige. Shaun pense que ce qui compte, c'est ce qu'on a profondément envie de faire. Ce qu'il a illustré d'ailleurs au passage par son histoire d'amour avec sa femme, dont il parle souvent. Il a fait des choix de cœur, Shaun. Des choix de vie, de cœur, de passion. Ce qu'il explique aussi qu'il essaie de faire comprendre à son meilleur ami, dans leur principale dispute juste avant, quand Gérald n'arrête pas de répéter que de toute façon Shaun est jaloux, que Shaun de toute façon c'est un raté, c'est un loser et que du coup il est aigri. Et Shaun est exaspéré parce que sincèrement, en toute sincérité, sans fierté mal placée, sans déni, il est sincèrement pas du tout carriériste, pas du tout intéressé par la carrière universitaire prestigieuse qui a suivi son ami. Il n'a jamais voulu faire ça. Lui, il n'a pas fait des choix de talent, des choix qui étaient à la hauteur de ses capacités réelles. Il a fait des choix de cœur, quitte à être en dessous de ce qu'il sait vraiment faire, mais il est allé vers ce qui lui faisait envie, de ce qui lui donnait envie, de ce qui le passionnait. Et donc, c'est deux visions des choses différentes. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est que les deux coïncident, c'est que les compétences coïncident avec la vocation. Mais en tout cas, dans les deux cas de figure, le choix de Shaun et qu'il a défendu avec Will, c'est que au bout d'un moment, la vocation l'emporte sur le talent. Que le plus important, c'est ce qu'il veut faire, parce qu'il pas ce qu'il sait faire. Qu'en gros, comment il va se réaliser, s'épanouir, se sentir à sa place, trouver sa place. Et on trouve sa place par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que l'on aime faire et que l'on veut faire, pas par rapport à ce que l'on sait faire. Quand les deux ne coïncident pas. Et donc c'est le sujet de querelle principale du film entre les deux professeurs qui ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils vont faire avec ce gosse, comme ils le disent. Le film répond à cette question est-ce que notre talent nous engage, nous donne une responsabilité d'exercer le métier qui lui correspond, l'activité qui lui correspond. Est-ce qu'on est engagé, obligé par notre talent? Et le film répond non, on n'est pas obligé, forcé par notre talent. Si on a le talent pour faire des choses mais que ça ne nous rend pas heureux, qu'on n'a pas envie de faire ça et que notre vocation est ailleurs, il faut plutôt suivre la vocation que le talent. En l'occurrence, Will peut tout faire. Voilà, il le dit, Shaun. Donc comme il peut tout faire, il n'a que l'embarras du choix. Et le terme embarras est important. Il n'a que l'embarras du choix. Il est embarrassé du choix, quoi. Et donc il fait le choix de l'amour finalement. Voilà, un peu de façon hollywoodienne, on va dire, à l'image de Shaun. Voilà, il a une fille à voir et il fait le choix de l'amour. Mais c'est vrai que parmi l'entourage, de Will, donc on a évoqué sa petite amie, on a évoqué le professeur de mathématiques qu'il prend sous sa protection, on a évoqué le psychologue Shaun, joué par Robbie Williams. Il y a son meilleur ami, Ben Affleck, qui lui, pour le coup, est vraiment le gars qui a rien de spécial. C'est un gars qui n'a pas de talent particulier, c'est un gars qui n'a pas de vocation particulière. C'est le brave gars, c'est un mec des quartiers pauvres, c'est un gars qui travaille dans le bâtiment, avec Will. Et c'est vrai que ils ont une amitié très forte, une très grande complicité, et c'est vrai que tout le long du film, on a l'impression qu'il est de son côté, entre guillemets. Il se permet pas trop de lui donner des leçons, de lui donner des conseils, etc. Et c'est intéressant en fait cette scène vers la fin, quand le meilleur ami de Will, donc joué par Ben Affleck, lui parle et lui dit « Écoute, t'es mon meilleur ami, alors va pas le prendre mal, mais dans 20 ans, si jamais si t'habites encore ici, et que tu viens chez moi pour voir les matchs à la télé et que tu bosses encore sur le chantier, je peux te dire que je te tue. C'est pas une menace, c'est un fait, crois-moi, je te tue. Je peux savoir de quoi tu parles?
Écoute, tu as quelque chose que n'a aucun de Ah, nous. ça va. Pourquoi c'est toujours le même baratin? Tu te le dois à toi-même de le faire. Et si j'ai pas envie de le faire? Non, c'est pas à toi que tu dois quelque chose, vieux. Tu le dois à moi. Parce qu'un beau matin, je vais me réveiller et j'aurai 50 ans. Et je ferai le même boulot à la con. Et ça fait rien, ça, c'est bien. Mais toi, t'es assis sur un billet de loterie gagnant. T'es trop la vête pour te le faire payer. Et ça, c'est de la connerie. Tu vois, moi, je ferai tout pour avoir ce que tu as. Comme tous les autres mecs ici, d'ailleurs. On prendra ça comme une insulte si t'es encore là dans 20 ans. Traîner ici, c'est une putain de perte de temps pour toi. Finalement, l'ami, le meilleur ami de Will défend plutôt un avis qui est proche du mathématicien, ou alors en tout cas un avis qui est plutôt presque un compromis entre les deux. C'est-à-dire que lui, il veut pas à tout prix qu'il fasse des maths, mais en tout cas au moins qu'il fasse quelque chose d'autre, quelque chose de plus intéressant, qu'il le réalise vraiment. Et donc finalement, vous voyez, ça montre que la réponse du film n'est pas si manichéenne ou affirmée que cela, qu'il y a un petit flou qui est laissé, une liberté qui est laissée faite d'interprétation, parce que les personnages ont des avis différents sur la question. Il y a le choix du cœur de l'amour avec la petite amie. Il y a le meilleur ami qui, lui, estime que ce serait presque une insulte si Will n'exploitait pas son talent qui peut lui permettre de s'extraire de sa condition, et donc qui espère qu'un jour il va faire quelque chose de sa vie, lui, parce que lui, il peut. Il y a le mathématicien qui estime que quand on a un talent comme ça, on doit en faire profiter l'humanité, autrement c'est égoïste. Même si on n'aime pas ce qu'on fait, le talent nous oblige vis-à-vis des autres, surtout quand c'est un talent comme ça. Et puis il y a Sean qui est le psy, voilà, qui évidemment est dans le côté se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, se réaliser, faire des choix de passion, etc. Vous voyez, donc chaque personnage autour de Will donne un éclairage différent à cette question-là, mais c'est vrai que le film va plutôt dans un sens, qui va dans le sens en fait de Sean, voire du meilleur ami, mais plutôt voilà dans le sens de Sean en fait, de se trouver soi-même et de suivre avant tout voilà ce qu'on a envie de faire. Et c'est là que c'est intéressant, puisque en fait le film se conclut sur cette image de Will qui prend la route pour aller retrouver en Californie Skylar, voilà, la fille dont il est amoureux. Et donc finalement, pour un film dont le sujet en bonne partie était le talent et la vocation, la présence de talent mais l'absence de vocation, bien finalement la vocation ultime présentée par le film, celle de Will, celle qui s'impose, eh bien c'est l'amour lui-même. Alors ça peut sonner un petit peu naïf et mièvre et très hollywoodien, mais en réalité, en fait, dans la société dans laquelle on est, ça reste un message assez, presque subversif en fait. Parce que dans une société qui considère que la dignité est obtenue par le travail et uniquement le travail, c'est le travail qui est garant de la dignité humaine, comme si rien d'autre ne pouvait compter, comme s'il n'y avait pas 10 000 autres façons de gagner sa dignité en tant qu'être humain, comme si c'était un devoir de l'avoir cette dignité et gagner sa vie, trouver un sens à sa vie, etc. Et en tout cas, le film tranche plutôt pour l'amour. Et en fait, la vocation de Will s'appelle Skylar. En fait, la vocation de Will, c'est la jeune femme qu'il aime, c'est d'être un amoureux. Et en cela, en fait, il est sur les pas de Sean, de son psychologue, puisque Sean, eh bien, justement, lui-même aussi, bien avant lui, et il le raconte tout au long du film, il est veuf, Sean, il a perdu sa femme, etc., il ne s'en remet pas, mais Sean a claqué la porte à une carrière prestigieuse de scientifique, comme celle de Gérald, son confrère mathématicien, et lui, en fait, il a renoncé à tout ça pour justement la simplicité d'une vie de couple avec la femme qu'il aime. Donc bien avant, Sean avait fait ce choix-là, en fait, entre la vocation, le talent, et en fait, plutôt l'amour, le fait d'être heureux, une femme. Eh bien, Sean avait fait ce choix-là. Et Sean se fait traiter en raté pour cela. Dans ses innombrables passes d'armes, ses disputes avec Gérald, son ami d'adolescence, en même temps un peu son rival, il se fait sans arrêt prendre de haut, considéré comme un loser, comme un raté, quelqu'un qui est passé à côté de sa carrière, de sa vie. Et en fait, Sean, en toute bonne foi, sans aucune mauvaise foi de perdant, affirme que non, il n'a pas raté sa vie. Il refuse de laisser les autres penser et dire qu'il a raté sa vie, juste parce qu'il n'a pas eu telle médaille, telle récompense, tel prix Nobel, qu'il n'a pas eu une grande carrière intellectuelle et universitaire, qu'il n'a pas eu des salaires mirobolants, une notoriété. Non, parce qu'il a réussi sa vie dans ses critères à lui. Et ses critères à lui étaient plus romantiques, plus personnels, plus sentimentaux. Pour lui, réussir sa vie, c'était
être avec la femme qu'il aimait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc pour lui, il a réussi sa vie. Et justement, quelque part, Sean est là un peu comme personnage pour affirmer qu'il y a plein d'autres façons de réussir sa vie et d'être heureux dans la vie et d'avoir une vocation et un talent que le travail, la performance, l'économie, l'argent, la gloriole, etc. Mais simplement, en fait, d'aimer. Et donc, Will s'inspire de Sean et fait le même choix. Peu importe ses talents innombrables, peu importe au fond sa vocation, en fait, c'est celle d'être amoureux. Et moi, en tout cas, c'est une idée que je défends. D'ailleurs, j'ai l'occasion de m'exprimer dessus dans le podcast que je consacre au travail. Mais être amoureux, c'est un état comme un autre. Vous savez, on dit trouver un état. C'est l'ancien terme pour parler de trouver un travail, trouver un emploi, etc., trouver une condition sociale. Eh bien, trouver un état, l'état amoureux est un état. Et finalement, voilà, c'est un état comme un autre. Et c'est un travail à plein temps, entre guillemets. Finalement, l'amour est une vocation comme une autre. Et certains ont le talent d'aimer, ont le talent d'être amoureux. Et donc, quand on a à la fois le talent d'être amoureux et qu'on en a la vocation, eh bien, c'est une voie comme une autre pour trouver le sens de son existence, sa dignité et son bonheur. Ou au moins un des trois. Voilà pour Will Hunting sur cette question du talent sans vocation, opposé, symétrique, inversé de Gattaca, avec la vocation sans talent. Et voilà, les deux cas de figure sont explorés par les deux films et les deux films me donnent une réponse. Et voilà, d'un côté, Gattaca estime que oui, dans une grande mesure, dans une certaine mesure, bien sûr que la vocation est plus importante que le talent et la vocation peut compenser par la détermination l'absence de talent ou de compétence, donc la vocation est plus importante. On peut réussir à la force de sa volonté, de son travail et de sa vocation, même en l'absence de compétences de base. Et Will Hunting répond à la question que même si on a du talent pour quelque chose, même si on est un génie dans un domaine, c'est pas pour autant qu'on est obligé, qu'on doit à soi-même ou aux autres de s'exercer dans ce domaine-là si ça ne nous rend pas heureux, si on ne s'épanouit pas dedans, si ce n'est pas notre vocation. Et en fait, il vaut mieux suivre notre envie, ce que l'on veut, savoir ce que l'on veut, l'identifier, et suivre avant tout notre vocation plutôt que notre talent. Donc, vous voyez, les deux films en fait plaident plutôt pour la force de la vocation, la force de la volonté, la force de ce que l'on veut faire, de ce que l'on aime faire dans la vie, plutôt que ce que l'on sait faire ou ne sait pas faire. Les deux films ont en commun plutôt de plaider sur l'idée qu'il ne faut pas trop écouter d'un côté ce que l'on sait faire et de l'autre ce que l'on ne sait pas faire. Il ne faut pas laisser l'un dicter ce qu'on va faire parce qu'on le sait le faire, ni de l'autre dicter ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qu'on ne va pas faire juste parce qu'on ne sait pas le faire. Il ne faut écouter que ce qu'on a envie profondément de faire, ce qu'on rêve, ce qu'on doit viser. Donc c'est un peu hollywoodien, c'est un peu disneyen, c'est un peu idéaliste, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vie parfois. On peut pas, voilà, la volonté ne peut pas tout, la vocation ne peut pas tout. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que voilà, par des biais complètement opposés, différents, les deux films en viennent à peu près à la même conclusion et l'illustrent différemment. Donc voilà, ce sont deux films que j'adore, parmi mes préférés, que je vous invite à voir ou à revoir éventuellement. Et voilà, écoutez, je crois que que ça va être la fin de ce podcast, de ce propos. Il me semble avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'ai pu même laisser les films parler pour moi, ce qui est encore mieux. J'ai pas pu vous donner les extraits, désolé, parce que voilà, j'aurais des problèmes peut-être de strike, voilà. Donc si je mets que les audios, normalement ça passe. Donc je vais vous remercier de votre écoute. Je vais vous laisser éventuellement réfléchir à tout ça tranquillement, méditer là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos remarques dans les commentaires. Voilà, si vous en avez, à vous exprimer sur votre vocation, ou sur votre talent, ou sur les deux, ou sur aucun des deux. Voilà, selon. Et puis moi, pour ma part, voilà, ayant exercé à l'instant ce qui, j'espère, est à la fois mon talent et ma vocation, je vais vous laisser, vous donner rendez-vous dans un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi faire d'ailleurs des dons sur le PayPal de la chaîne, disponible sur le blog du Talk Club, ou alors dans PayPal.me, c'est qui de quelque chose, je ne sais plus quoi, j'ai déjà oublié. Voilà, en tout cas, il y a un PayPal, n'hésitez pas à me le demander si vous voulez faire des dons. Et puis voilà, écoutez, encore une fois, merci de votre écoute, de votre présence, et je vous donne rendez-vous donc une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Salut les Happy Few.